Bien qu'il ait été affecté à la classe la plus faible, il n'a jamais renoncé à son rêve de devenir un héros. Comment va-t-il y parvenir, et quels défis l'attendent? C'est ce que nous allons découvrir dans l'histoire d'aujourd'hui. La scène s'ouvre dans un lieu sombre et désolé connu sous le nom de labyrinthe, un lieu grouillant de monstres et de pièges. Les aventuriers qui osent entrer sont divisés en 4 types. Un énorme monstre ressemblant à un rat apparaît, dévorant sa proie, préfigurant le danger de l'environnement environnant. Le premier type d'aventurier est le guerrier qui s'appuie sur sa carrure physique pour se tenir sur les lignes de front, et une tension était clairement visible sur lui lorsqu'il a vu le rat géant bloquer leur chemin. Le deuxième type est le prêtre dont le rôle est de soutenir l'équipe avec le pouvoir sacré, et la prêtresse a demandé avec anxiété si cette impasse était leur seul chemin. Le troisième type est connu sous le nom de mage, représentant la puissance de frappe de l'équipe, mais le récit se concentre sur le quatrième type. Le quatrième type est celui qui entre dans le labyrinthe sans super pouvoir, et le groupe a confirmé qu'il n'y avait pas d'autre issue que d'affronter le monstre. Lorsque le regard du monstre a croisé celui des aventuriers, le guerrier s'est soudainement défilé en se cachant derrière les rochers. La prêtresse lui a demandé d'avancer en premier, arguant qu'elle le couvrirait par derrière. Il a été stupéfait par sa requête, justifiant sa position avec une lâcheté évidente en affirmant qu'il y avait une autre voie, mais elle a rétorqué que tous les autres chemins étaient fermés et qu'il n'y avait d'autre choix que d'avancer. À ce moment, le garçon aux cheveux noirs est intervenu, offrant de gérer le combat à leur place. Son offre a surpris la prêtresse et le guerrier car il occupait le poste de guide, un rôle dont les tâches se limitent généralement à détecter les pièges et à identifier les faiblesses des monstres. Il est connu que les guides ne possèdent pas de capacité de combat significative et sont comme des gens ordinaires dans les batailles, ses compagnons ont donc hésité à le laisser avancer seul vers le danger. Le guerrier a essayé de sauver la face, affirmant à la prêtresse sceptique qu'il ne laissait pas la tâche au guide par peur, mais par curiosité de voir le style de combat de quelqu'un sans compétence. Le guide était d'accord avec eux, expliquant que les guides sont au bas de la hiérarchie des aventuriers. Même s'ils sont classés comme des recrues, ils sont considérés comme l'élite dans leur catégorie et, généralement, il n'y a aucune raison pour qu'ils se battent. Malgré ces faits, il s'est avancé dans l'obscurité en tenant une lampe à la main, confirmant qu'il avait une forte motivation à se battre. Ses compagnons s'interrogeaient sur le secret de sa lampe alors qu'il affrontait un monstre. Il explique que les rats du labyrinthe sont nocturnes par nature, ils n'attaquent donc pas avec une férocité excessive dans les endroits bien éclairés. Il a utilisé cette information à son avantage et a soudainement éteint la lampe, bloquant complètement la lumière. Par réflexe instinctif, le rat sauvage s'est précipité vers sa proie dans l'obscurité avec une vitesse incroyable. Le guide s'est rendu compte que c'était plus dangereux qu'il ne s'y attendait, mais il a gardé son sang-froid, attendant qu'il approche d'une distance précisément déterminée. Au moment où le rat était directement devant lui, il a soudainement rallumé la lampe. La lumière vive et soudaine a aveuglé et complètement dérouté le monstre nocturne, le faisant pousser un cri puissant. Le garçon a habilement exploité cette ouverture, en sortant son poignard pour poignarder le monstre temporairement paralysé. Son plan a réussi, et il a réussi à l'éliminer d'un coup décisif. La prêtresse a été émerveillée par le résultat, réalisant enfin que la lampe n'était pas seulement destinée à l'éclairage, mais qu'il s'agissait d'une arme tactique utilisée pour exploiter les caractéristiques du monstre. Elle l'a donc félicité avec enthousiasme. En revanche, il a essayé de minimiser ce qui s'était passé, affirmant avec un rire forcé qu'il ne s'agissait que d'un simple rat de labyrinthe. Il a ajouté que n'importe quel aventurier pouvait gérer un monstre de bas niveau comme celui-là, essayant de cacher sa fierté ou son embarras. Alors qu'il reprenait son souffle, la prêtresse a soudainement crié, l'avertissant d'un danger derrière lui. Il s'est retourné paniqué pour découvrir qu'un autre rat l'attaquait en embuscade par derrière. Il a à peine eu le temps de traiter la situation lorsque le mage est intervenu et a lancé un sort de feu sur lui. La jeune fille blonde est intervenue au moment critique pour le défendre, le grondant pour son entêtement et sa persévérance. Elle lui a reproché, en disant qu'elle lui avait offert de l'aide au préalable, désapprouvant qu'il aille affronter seul le danger. Puis elle lui a demandé avec anxiété s'il était blessé, et le récit révèle qu'elle est Rina, son amie d'enfance. Il a mentionné qu'ils s'étaient séparés il y a des années avant de se rencontrer récemment, exprimant sa grande surprise face au pouvoir qu'elle avait atteint par rapport au passé. Il a affirmé avec confiance qu'il aurait pu attraper tous les monstres s'il n'avait pas baissé sa garde, mais elle a exigé qu'il la remercie. Il a accédé à sa demande et l'a remercié de l'avoir sauvée. Il s'est assis lourdement sur le sol et a émis un son exprimant la fatigue, ce qui l'a surprise. Quand elle lui a demandé s'il allait bien, remarquant son malaise, il a fait semblant d'ignorer pour éviter de répondre. Rina a changé de sujet, commentant à quel point son travail de guide était étrange, et lui a demandé si son abandon du rêve d'héroïsme était dû à cet incident. Il a confirmé que ses paroles étaient vraies, se souvenant de souvenirs de son enfance où il rêvait de devenir un héros. Il s'est souvenu de la panique des gens et de leurs cris alors qu'il fuyait un mystérieux monstre, et de la façon dont ce monstre est apparu avec ses griffes mortelles et sa forme terrifiante inoubliable. Il a alors réalisé son incapacité totale à sauver qui que ce soit en raison de sa faiblesse, ce qui l'a poussé à s'enfuir et à choisir la voie d'un guide. Elle a compris la situation,
mais lui a demandé de manière critique pourquoi il avait essayé de combattre le rat du labyrinthe seul maintenant, bien qu'il connaisse sa faiblesse. Il a répondu avec un regard sérieux qu'il avait un objectif qu'il voulait atteindre, et pour cela, il devait devenir fort. Il a souligné qu'il ne pouvait plus supporter de rester une personne faible incapable de faire quoi que ce soit. Rina a suggéré qu'après avoir fait une pause, il devrait commencer à chercher la mandragore. Le récit a expliqué que les aventuriers débutants forment généralement des groupes et acceptent des demandes pour gagner leur vie. Les deux ont convenu de rejoindre le reste du groupe pour commencer. Pendant ce temps, le garçon a regardé vers les profondeurs du labyrinthe, sentant quelque chose d'étrange, mais s'est convaincu que ce n'était que son imagination. Le duo a rencontré le reste de l'équipe et a décidé de se séparer pour chercher la mandragore. Le plan était établi de telle sorte que le garçon et Rina prendraient la zone B à partir de leur emplacement actuel, tandis que le guerrier et la prêtresse prendraient la zone C. De l'autre côté, le guerrier a décidé après avoir fouillé un côté de la zone C de passer de l'autre côté. Il a crié à la prêtresse pour la distraire alors qu'elle se dirigeait vers un endroit déjà vérifié, elle s'est donc excusée auprès de lui avec confusion. Il a murmuré avec agacement, croyant que son manque de concentration était dû au fait qu'elle pensait au guide et a décidé de faire ses preuves devant elle. Il a remarqué un coffre au trésor dans le couloir sombre. Il a insisté pour l'ouvrir, disant qu'un coffre au trésor ne pouvait pas être ignoré malgré l'étonnement de la prêtresse. Elle a hésité, craignant que ce ne soit un piège, et a suggéré de demander l'aide du guide. Sa suggestion a mis en colère le guerrier qui a rejeté le besoin du guide et lui a dit de simplement le regarder. Alors qu'il avançait d'un pas confiant vers le coffre, elle s'est interrogée sur le sort de la mission de recherche de la mandragore. Dans la zone B, le garçon s'est penché vers le sol en sentant profondément la terre, ce qui a incité Rina à décrire son style comme ressemblant parfaitement à celui d'un guide. Il lui a donc expliqué que la plante de mandragore a un parfum distinctif qui lui permet de la suivre à travers l'odeur de la terre. Rina a remarqué sa préoccupation et a pensé, elle a donc activé un sort de magie sensorielle pour améliorer son odorat pendant une durée limitée, pensant que cela l'aiderait un peu. Il l'a remercié, croyant que cela accélérerait le processus de recherche, tandis qu'elle justifiait son action en disant qu'elle se sentait mal de simplement regarder de loin sans aider. Il a en fait capté le parfum et a pointé sa source, les deux sont donc partis dans la direction indiquée. En interne, elle avait déjà déterminé l'emplacement de la mandragore à l'avance, mais elle s'est demandé avec surprise ce que faisait son compagnon en traquant un parfum différent. Il a expliqué que son odorat amélioré avait capté une légère odeur dégoûtante qui devenait plus forte au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans le labyrinthe, notant que c'était une odeur familière pour lui. Il a confirmé que la source était très proche de leur emplacement actuel alors qu'elle continuait de l'observer. Rina a senti qu'il était difficile de traiter avec lui et son comportement changé et a commencé à penser à un sujet pour entamer une conversation pour briser le silence. Elle lui a soudainement demandé s'il avait entendu l'histoire de la garde royale pourchassant des bandits. Il a confirmé avoir entendu les nouvelles et que la garde n'en avait pas attrapé certains, ce à quoi elle a ajouté que les rumeurs disent qu'un héros les poursuit maintenant. Ensuite, elle a commencé à parler de la disparition suspecte d'un marchand qui s'est produite près du labyrinthe, dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant. Quand il a demandé pourquoi elle avait soulevé ce sujet soudainement, Rina a émis l'hypothèse que les bandits avaient peut-être tué les marchands et s'étaient cachés à l'intérieur de ce labyrinthe. Elle a souligné que les ruines du labyrinthe constituent une cachette idéale pour les criminels, mais s'est arrêtée soudainement lorsqu'elle a remarqué un changement dans les expressions faciales de son compagnon. Il semblait extrêmement tendu, alors Rina a demandé si ses paroles l'avaient effrayé. Elle a essayé de plaisanter en lui offrant sa protection s'il avait peur, mais il a commenté la présence d'une odeur étrange. Il marmonna des mots décousus décrivant l'odeur comme puante, ce qui la stupéfia. Rina était confuse, pensant qu'il parlait de son parfum, confirmant timidement qu'elle s'était baignée ce matin, mais il précisa qu'il parlait d'une odeur dans l'endroit. Puis il le dit clairement et avec choc. C'est l'odeur d'un cadavre. Leur recherche et leur suivi de l'odeur les ont conduits à un trou sombre où l'odeur était à son maximum. Quand ils ont regardé dans le trou, ils ont trouvé des cadavres flottant sur l'eau stagnante dans une scène horrible. De l'autre côté du labyrinthe, la prêtresse suggéra au guerrier de retourner chercher la mandragore après un long moment, mais il lui dit qu'il avait presque fini d'ouvrir le coffre. La prêtresse s'arrêta un instant, sentant que l'atmosphère était étrange et différente de d'habitude et que quelque chose n'allait pas. Soudain, la prêtresse entendit un bruit étrange et demanda paniquée quelle en était la source. Soudain, le guerrier annonça bruyamment qu'il avait réussi à ouvrir le coffre, ce qui choqua la prêtresse. Il bougea pour l'ouvrir. Ignorant les avertissements de sa collègue lui demandant d'attendre et de ne pas l'ouvrir si vite, le guerrier se moqua de sa peur, affirmant que c'était facile et exigeant qu'elle regarde, mais il se mit à transpirer dès qu'il ouvrit le coffre. La prêtresse regarda attentivement autour d'elle, remarquant que l'endroit était extrêmement vaste et s'interrogeant sur l'existence d'un tel espace à l'intérieur. La prêtresse essaya de lui rappeler le son qu'ils avaient entendu plus tôt et la possibilité qu'ils viennent d'ici, mais elle minimisa cela comme rien alors que le guerrier était occupé à examiner le contenu du coffre. Alors que le guerrier commentait la valeur de ce qu'il avait trouvé, la prêtresse, qu'il appelait par le nom de Simon,
l'interrompit et lui demanda anxieusement s'il avait entendu quelque chose à l'instant. La prêtresse appela de nouveau Simon avec inquiétude, demandant s'il avait entendu quelque chose, mais il ne répondit pas. Soudain, le corps du guerrier s'effondra et tomba au sol immobile, frappant la prêtresse de terreur et d'étonnement. Ailleurs, le guide sentit un danger imminent et réalisa que la situation ne pouvait tolérer la division, alors il exhorta Rina à se dépêcher avec lui pour rattraper le guerrier et la prêtresse. Les deux se déplacèrent rapidement vers eux. Le guerrier était allongé sur le sol en sang tandis que la prêtresse était assise à côté de lui essayant de le soigner en utilisant sa magie. La prêtresse analysa rapidement la situation, notant qu'il n'y avait pas de piège, ce qui signifie que la flèche empoisonnée venait d'une source externe et réalisa la nécessité d'éliminer le poison immédiatement. Alors qu'elle réfléchissait, elle aperçut une ombre mystérieuse se faufilant derrière elle avec une intention meurtrière claire. L'assassin abattit son poignard vers la prêtresse pour la poignarder, mais elle bloqua le poignard avec ses mains, empêchant à peine la lame de l'atteindre avec grande difficulté. L'assassin grommela à propos de sa mauvaise chance, notant qu'il était sur le point de partir sans leur arriver à ce moment-là. L'assassin décida de ne pas perdre de temps, annonçant son intention de tuer la prêtresse immédiatement pour se débarrasser d'elle. L'assassin pressa de toutes ses forces sur le poignard, essayant de vaincre la résistance de la prêtresse qui tremblait de l'effort. Soudain, le guide intervint en une fraction de seconde et repoussa l'assassin. L'assassin tomba au sol et hurla de douleur à cause du coup soudain. Il les maudit avec colère tout en essayant de rassembler ses forces pour se tenir debout, mais le guide apparut derrière lui pour l'attraper par derrière. Le guide cria, appelant Rina à jouer son rôle maintenant. Rina répondit immédiatement et tira un sort de balle magique. Le sort frappa avec précision le visage de l'assassin masqué et le désorienta. Le guide saisit l'opportunité pour vérifier l'état de la prêtresse, et Rina lui demanda s'il pouvait utiliser le pouvoir sacré. Il répondit qu'il pouvait arrêter le saignement avec ses compétences limitées, mais il réalisa que la situation était pire que prévu. Le guerrier et la prêtresse étaient tous deux empoisonnés, ce qui rendait impératif qu'ils fuient rapidement. Rina proposa un plan de retraite où elle transporterait l'un d'eux. Les blesser avec sa magie et il porterait l'autre, mais l'assassin les interrompit avec moquerie, confirmant que cela n'arriverait pas. Il menaça que ses camarades arriveraient bientôt et que des novices comme eux n'avaient aucune chance contre eux, leur offrant de se rendre maintenant pour rendre leur mort indolore. Mais Rina le frappa à la tête pour le faire taire. Elle croyait que l'assassin essayait seulement d'instiller la terreur dans leur cœur. Le guide remarqua un sac posé là contenant des pièces et des bijoux, déduisant qu'il s'agissait des biens volés du marchand disparu et que le gang utilisait le labyrinthe comme base temporaire. Il commença à craindre que la menace de l'assassin concernant l'arrivée de ses camarades soit réelle. Ses craintes furent confirmées lorsque ses oreilles captèrent des sons venant de loin, le plaçant dans une situation réelle dont il ne savait pas comment se sortir. Le guide regarda le guerrier et la prêtresse blessés, réalisant que s'il les laissait, ils mourraient inévitablement. Mais il se demanda désespérément s'il pouvait les sauver en n'étant qu'un faible guide. La prêtresse le supplia, les larmes coulant sur son visage, de les sauver. Il se souvint quand sa mère avait l'habitude de placer ses mains sur ses yeux, lui demandant de ne pas regarder. La voix de sa mère résonna dans l'esprit de Cariel, lui disant froidement de ne pas regarder dans les yeux de ses camarades qui supplient car cela augmenterait sa douleur et ne changerait rien à son impuissance. L'hallucination auditive continua de lui rappeler ce jour funeste où des monstres attaquèrent son village. Sa mère et son imagination l'accusèrent de tourner le dos à un enfant criant à l'aide, ce qu'il essaya de nier d'une voix tremblante. Mais la voix continua cruellement, lui rappelant qu'il n'était pas un héros et que sauver les autres est un privilège réservé aux forts, lui conseillant avec ses bras faibles de faire semblant de ne rien voir. Le désespoir commença à s'emparer du garçon, et il reconnut au fond de lui la vérité de ses mots et son incapacité à sauver qui que ce soit. Au moment où il décida d'obéir à la voix et de détourner le visage, le cri de Rina prononçant son nom perça ses illusions. Rina répéta en criant le nom Cariel avec force pour le ramener à la réalité. Elle lui demanda frénétiquement s'il allait bien, exigeant qu'il se ressaisisse et ne s'effondre pas maintenant. Le garçon reprit conscience, admettant qu'elle avait raison. Réalisant que le moment présent ne permettait pas de se noyer dans les souvenirs du passé, Cariel s'excusa auprès de Rina de l'avoir inquiété. Confirmant que sa priorité était maintenant de trouver un moyen de survivre, il commença à analyser la situation avec des calculs précis. Ils étaient confrontés à un gang de voleurs expérimentés au combat tandis que leur équipe était composée de 2 blessés, un mage et un guide, le tout à l'intérieur d'un labyrinthe antique. Soudain, une idée lui vint à l'esprit lorsqu'il se souvint de la nature de l'endroit comme un labyrinthe. Réalisant que cela pourrait être la bouée de sauvetage, il appela Rina d'un ton ferme. Il lui demanda d'exécuter ce qu'il allait dire à la lettre, confirmant qu'il y avait une issue. Les deux se déplacèrent rapidement pour exécuter le plan, déterminés à quitter cet endroit aujourd'hui. Pendant ce temps, les voleurs parlaient du héros qui les avait poursuivis et blessé leur chef, croyant que la raison de leur empressement à quitter les lieux était cette poursuite. Les voleurs atteignirent le couloir et trouvèrent le garçon debout seul face à eux, alors ils s'interrogèrent avec étonnement sur son identité. Ils se moquèrent de lui dès qu'ils le virent, excluant qu'il soit le héros qui les poursuivait, mais ils remarquèrent quelque chose dans sa main. Ils réalisèrent qu'il tenait leur sac de biens volés,
alors ils décidèrent de le tuer immédiatement pour récupérer les bijoux. Le voleur dit à ses camarades que peu importait qu'ils le connaissent ou non. L'important était d'éviter des ennuis inutiles. Le voleur lui proposa un faux marché, lui demandant de remettre les biens en échange de le laisser passer. Le garçon réalisa immédiatement que c'était un piège et juste une fausse négociation, se rappelant qu'il s'agissait avant tout de tueurs. Rina se cacha dans l'ombre prête tandis que le garçon était certain que le combat était inévitable. Il résolut de bouger puis leur jeta le sac. Le voleur loua l'intelligence du garçon à lire la situation, mais montra ses crocs confirmant leur règle selon laquelle les témoins ne sont pas laissés en vie. Dans un geste surprise, il hurla annonçant le début de l'attaque où Rina lança un sort de feu sur les voleurs. Cela causa une forte explosion à l'endroit où se tenaient les voleurs. Cariel espérait que les voleurs tomberaient avec ce coup, mais le voleur réussit à bloquer le coup, se moquant de ses astuces bon marché et confirmant qu'il ne mourrait pas facilement. Le garçon réalisa que le plan A avait échoué, alors il décida de passer immédiatement au plan suivant. Il recula rapidement, se consolant que son attaque n'était pas vaine car il réussit à isoler un peu deux voleurs et le mage du reste. Le voleur a crié pour avertir ses camarades des alliés cachés à proximité, leur demandant de rester vigilants. Cariel a esquivé l'une des armes volantes lancées sur lui, mais sa jambe l'a trahi et s'est figée à cause de la tension. Le garçon a continué à courir vers la lumière au bout du couloir, se disant qu'il ne restait plus qu'un peu pour l'atteindre. Un énorme voleur s'est approché de lui par derrière, puis lui a asséné un puissant coup de poing. Le voleur s'est moqué de la lenteur de son camarade et s'est précipité violemment vers eux pour les écarter de son chemin. Il a menacé de brûler Cariel vif, et le garçon a réalisé avec tristesse que sa condition physique actuelle ne lui permettait pas d'esquiver. À ce moment-là, les pupilles du voleur se sont dilatées lorsqu'il a réalisé qu'il avait baissé sa garde. Rina a saisi l'occasion et a lancé un sort magique. Le voleur a réalisé trop tard qu'il n'était pas la cible. L'attaque a percuté le plafond et les murs, provoquant un effondrement massif de roches qui a bloqué l'entrée du couloir et isolé les voleurs de Rina. Le voleur a déduit que le plan du garçon était de se sacrifier pour isoler ses camarades et les protéger derrière les décombres. Malgré sa confiance en sa capacité à démolir le mur, le voleur a décidé d'économiser ses efforts pour tuer le garçon en premier. Il s'est approché avec un sourire sauvage, annonçant son intention de liquider le garçon devant lui avant toute autre chose. Le garçon a repris son souffle avec difficulté, se confirmant que les choses ne se passeraient pas comme son ennemi le pensait. Il a commencé à se remémorer les détails du plan qu'il avait expliqué à Rina, qui consistait à sécuriser les blessés, à attaquer par surprise ou à attirer l'ennemi dans la zone C. Le garçon s'est souvenu de sa dispute précédente avec Rina lorsque celle-ci avait fortement rejeté la partie concernant la fermeture du couloir, considérant qu'il s'agissait d'un sacrifice inacceptable de le laisser derrière et de s'enfuir. Mais il lui avait alors expliqué que cela ne faisait que partie du plan, et que la partie la plus importante était ce qui allait suivre. Le garçon lui avait alors demandé si le sort d'amélioration sensorielle qu'elle avait utilisé plus tôt pouvait également être utilisé pour isoler le son. Dans le présent, le garçon a exécuté son plan fou et a saisi la plante de mandragore, l'arrachant avec force du sol. Les voleurs ont regardé la scène avec incrédulité qu'il ait osé arracher un monstre qui crie lorsqu'on le déracine. Le récit explique que le cri de la mandragore provoque des hallucinations, des vomissements et de graves vertiges. La panique a frappé le cœur des voleurs, et l'un d'eux a crié en exigeant qu'il s'arrête immédiatement. Il a averti ses camarades que le cri pouvait être mortel, ordonnant à tout le monde de se couvrir les oreilles. Le garçon pensait qu'il allait bien tant qu'il n'entendait pas le son et a réussi à arracher la plante du sol, mais la mandragore a laissé échapper son cri retentissant et mortel dans tout l'endroit. Les ondes sonores violentes ont causé un saignement immédiat au voleur et une douleur insupportable. À l'extérieur du labyrinthe, une personne portant un uniforme de chevalier a essayé de suivre l'odeur pour se rapprocher de l'endroit prévu. À l'intérieur du labyrinthe, l'un des voleurs a coupé la plante de mandragore pour la faire taire. Le voleur s'est senti étourdi, mais a été surpris par la disparition du garçon, supposant qu'il avait également subi des dommages mortels à cause du cri proche. Le voleur a crié sur ses hommes de façon insensée, annonçant que le garçon avait disparu et leur ordonnant de rester en alerte maximale. Sous l'effet du cri de la mandragore, qui est influencé par la résistance magique des gens, Cariel a exploité le chaos, attaquant le mage en premier car il était le lien le plus dangereux. Cariel s'est jeté à la vitesse de l'éclair vers sa cible avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre. Il a dirigé un puissant coup de pied à son adversaire titubant en essayant de le faire tomber tout en cherchant du regard le reste des ennemis. L'énorme voleur est apparu devant lui, dirigeant un puissant coup de poing vers lui. Il a réussi à esquiver le coup de poing et l'a attrapé. Il l'a poussé avec force vers le mur, faisant crier le voleur de douleur. Le voleur a essayé de résister, visant un coup à Cariel, mais ce dernier a réussi à le bloquer. Il ne lui a donné aucune chance de reprendre son souffle alors que Cariel appuyait sur le cou du voleur en tentant de l'étrangler. Le voleur a utilisé la force restante qu'il avait pour appuyer. Sur l'œil de Cariel, du sang coulait de la tête de Cariel, mais Cariel n'a pas cédé à la douleur et a continué à appuyer sur le cou du voleur. Cariel a appuyé de toutes ses forces sur son adversaire qui a commencé à respirer avec difficulté alors que sa force s'estompait. Après la fin du combat,
Cariel a repris son souffle en exprimant son soulagement que tout se soit déroulé comme prévu malgré le danger extrême, tandis que Rina a indiqué qu'elle était également en danger et que son énergie magique était presque épuisée. Rina lui a dit que sans sa présence, il n'aurait pas été capable d'exécuter son plan. Cariel lui a confirmé que sans une mage de son niveau, il n'aurait même pas pu tenter ce plan. Elle était d'accord avec lui, mais son étonnement était clair. Lorsqu'il l'a remercié sincèrement d'avoir accepté son plan imprudent, Rina a essayé de détendre l'atmosphère en affirmant qu'elle plaisantait, mais elle lui a avoué timidement qu'il ressemblait à un vrai héros aujourd'hui. Cariel a souri chaleureusement et a suggéré qu'il s'assoie pour parler un peu une fois qu'il serait sorti de cette situation difficile. Alors qu'il se demandait comment elle avait été tout ce temps passé, Rina a accepté avec enthousiasme, notant qu'elle avait beaucoup de choses à lui dire aussi, mais son attention s'est soudainement portée sur quelque chose. Elle a crié joyeusement en pointant la lumière vive au bout du tunnel, annonçant que c'était la sortie. Cariel a regardé la lumière et a aperçu l'ombre d'une personne qui se tenait là, ce qui a éveillé ses soupçons. Il a vu une personne leur sourire avec un sourire maléfique. Ses traits ont changé soudainement, et un grand choc l'a envahi, et il s'est arrêté brusquement. Il a crié avec force, insistant pour retourner immédiatement à l'intérieur du labyrinthe et ne pas avancer. Cariel a entendu le bruit de quelque chose qui volait dans les airs vers eux rapidement et Rina se précipitant vers lui pour le sauver. Soudain, une explosion massive s'est produite, les projetant violemment. Cariel a ressenti une douleur intense qui lui serrait le corps, se demandant avec étonnement si cette attaque était une coquille de mana et soupçonnait que l'attaquant était le chef des bandits. Malgré sa douleur, son inquiétude s'est concentrée sur la sécurité du guerrier et de la prêtresse, et sa plus grande crainte était pour Rina, qui avait épuisé sa magie pour le protéger plus tôt et était maintenant en danger imminent. Cariel a essayé de motiver son corps épuisé à se relever, mais le chef des bandits est apparu devant lui au milieu de la fumée, lui assénant un violent coup de pied à l'estomac. Cariel a craché du sang et est retombé à cause de la gravité de la blessure. L'ennemi a regardé avec mépris Cariel allongé sur le sol, déplorant que son adversaire ne soit qu'un guide, le décrivant comme une classe inférieure et regrettant d'avoir gaspillé une coquille de mana sur lui. L'ennemi a décidé de ne plus perdre de temps avec lui et a décidé de trouver la sorcière pour la tuer rapidement. Cariel a combattu sa perte progressive de conscience et a supplié l'ennemi de ne pas partir. Luttant contre l'obscurité qui obscurcissait sa vision et son désir désespéré de sauver Rina, il a commencé à remettre en question au plus profond de lui-même la futilité de ses tentatives tout en étant faible et le véritable motif de son désir de sauver les gens. Des pensées se sont chevauchées dans sa tête quant à savoir s'il recherchait les éloges ou parce qu'il admirait les héros, mais il n'a trouvé aucune réponse. Sa confusion a augmenté quant à la raison de la recherche du pouvoir, que ce soit pour la vengeance ou le sauvetage, atteignant un stade de perte totale. À ce moment-là, il a retrouvé des souvenirs de leur enfance et s'est souvenu des paroles de Rina qui se demandait s'il avait besoin d'une raison pour sauver qui que ce soit, confirmant qu'il avait toujours été la personne qui aidait les autres. Elle lui a dit qu'il avait toujours voulu devenir un héros plus que quiconque, mais il s'est souvenu de son sentiment d'impuissance en n'étant qu'un guide comparé à son talent de mage et de sa conviction que seuls les forts sauvent les gens. Il s'est souvenu de son désespoir de ne pas pouvoir sauver qui que ce soit malgré son entraînement et de sa conviction que c'était le travail des héros uniquement. Rina lui a demandé s'il ne savait pas quoi faire, et il a répondu oui, et qu'il ne ferait rien puisqu'il ne pouvait sauver personne avec son pouvoir. Mais Rina dans son souvenir l'a confronté à la vérité qu'il ne pouvait pas ignorer les personnes en danger même s'il décidait d'abandonner. Quand il a exigé une preuve, elle l'a pointé du doigt confirmant que ses actions étaient la preuve définitive de cela. Cariel est revenu à la réalité en se demandant le sens de ce souvenir. Cariel s'accrochait à la jambe du voleur dans une tentative désespérée de l'empêcher de partir de force, ce qui a surpris l'ennemi. Cariel a regardé avec des regards perçants pleins de détermination en expliquant son intention, alors le voleur a dirigé un puissant coup de pied vers lui. Il a réussi à bloquer l'attaque avec ses mains, mais a percuté avec force le mur. L'ennemi a grommelé à propos de son entêtement et a exigé qu'il ne se mette pas en travers de son chemin par manque de temps, se moquant de sa tentative de se tenir debout et lui ordonnant de rester sur place et d'accepter son sort. Mais Cariel a offert ses remerciements internes à Rina, déclarant que le chaos dans son esprit avait disparu, et il a réalisé ce qui comptait maintenant. L'ennemi l'a ignoré et s'est dirigé vers le tunnel où il a trouvé Rina, la saisissant violemment par les cheveux, considérant les mages comme une nuisance qui doit être traitée avec fermeté. Il a décidé de la tuer pour se tranquilliser l'esprit. Rina était inconsciente et marmonnait des mots inintelligibles, mais elle appelait Cariel. L'ennemi se moquait d'elle, pensant qu'elle le suppliait de l'épargner, lui confirmant froidement que personne n'était là pour les sauver. L'ennemi décida d'en finir en portant un coup fatal à Rina. Cariel apparut soudainement derrière lui assenant un puissant coup de poing qui causa une vive douleur à l'ennemi. L'ennemi se tourna vers lui, le maudissant, puis lui asséna un coup puissant. Le chef bandit gémit de douleur en tenant l'endroit de sa blessure, maudissant Cariel pour l'avoir frappé dans un endroit vital et sensible. Puis il dirigea son regard furieux vers le garçon, se moquant de lui parce qu'il implorait la mort il y a quelques instants, mais refuse maintenant de se rendre, jurant de le tuer immédiatement sur place. Quand il vit Cariel essayer de se relever,
Le voleur éclata d'un rire hystérique, le décrivant comme une mauvaise herbe qui revient sans cesse, peu importe les efforts que l'on déploie pour la déraciner. Le corps de Cariel tremblait à cause de l'intensité de la douleur et de l'épuisement, mais il se dit qu'il n'avait plus besoin d'inventer d'excuses ou de raisons. Il se battrait plutôt parce qu'il l'avait choisi de son propre chef. Il décida, avec un visage sévère, qu'il sauverait des gens parce que c'était son propre désir. Le voleur admit que Cariel n'était pas qu'un simple guide puisqu'il utilisait un pouvoir sacré de haut niveau, mais il tempéra cela en confirmant que cela ne changerait rien au fait qu'il était incapable de s'échapper. Cariel reconnut intérieurement la difficulté de la situation, car le guerrier et la prêtresse étaient gravement blessés et Rina était inconsciente. Cariel ne trouva d'autre choix que de gagner du temps en espérant l'arrivée du héros qui pourchassait les voleurs, alors il se précipita rapidement vers le voleur. Le voleur fut surpris par le garçon qui se précipitait vers lui. Cariel lança un coup de poing, mais le voleur l'esquiva facilement en le qualifiant de faux. Cariel réalisa avec tristesse que son épée s'était brisée dans son sac à cause des impacts précédents, et qu'avec ses faibles coups, il ne serait même pas capable de neutraliser l'ennemi. Il décida donc de concentrer son attaque sur la blessure du voleur pour s'assurer de provoquer un effet réel. Le voleur bloqua la tentative de Cariel et attrapa son poing avec une facilité déconcertante, puis dirigea un coup vers son visage. Il lui donna un coup de pied puissant, faisant hurler Cariel de douleur. Le voleur se moqua de lui demandant s'il pensait vraiment gagner juste parce qu'il avait porté un coup de chance la dernière fois. Cariel résista à la douleur et refusa de tomber, se moquant avec un grand cri. Le voleur le regarda avec dédain, commentant qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi stupide auparavant. Les attentes du voleur furent déçues alors qu'il s'attendait à voir de plus grandes compétences et annonça que le garçon n'était qu'une perte de temps pour lui. Mais Cariel s'accrocha à la jambe du voleur de toutes ses forces, refusant de lâcher prise. Le voleur rit, réalisant que le garçon s'accrochait à lui uniquement dans l'espoir que le héros arrive pour les sauver. Soudain, le voleur s'arrêta, annonçant qu'il avait changé d'avis grâce à la persévérance de Cariel. Il réalisa que quelqu'un avec une telle détermination était bien plus dangereux que n'importe quel mage. Il décida avec un regard sauvage qu'il tuerait tout le monde avant de partir et ne laisserait personne en vie. Cariel sentit que son corps avait atteint ses limites absolues et s'excusa intérieurement auprès de Rina de son incapacité à la sauver. Alors que le voleur s'apprêtait à lui porter un coup fatal, Cariel se souvint de ce rêve qu'il avait depuis son enfance de devenir un héros. Soudain, il sentit une aura étrange et puissante envahir l'endroit. Cariel décrivit cette sensation comme la présence d'une entité qui insuffle de l'assurance dans les âmes juste par sa présence. Il réalisa alors que c'était le sens d'un héros. À ce moment critique, le héros intervint, attrapa la main du voleur et la serra avec force, le faisant hurler de douleur. Le chef bandit maudit sa situation avec des mots grossiers exprimant son indignation tout en reculant loin de l'héroïne. Il demanda sarcastiquement pourquoi les héros insistaient pour pourchasser un voleur comme lui avec tant d'empressement, même après avoir capturé le roi démon, rejetant la faute sur le guide qui lui avait fait perdre son temps précieux. L'héroïne lui coupa le chemin avec une posture confiante, lui confirmant qu'ils étaient bien au courant de la mort du roi démon et que les criminels comme lui représentaient la plus grande nuisance à l'heure actuelle. Le voleur tenta de redresser la situation en affirmant que sa poursuite de lui prendrait fin aujourd'hui, ce que l'héroïne confirma froidement, notant qu'elle pensait la même chose. Le voleur se précipita vers elle en attaquant et en annonçant que l'héroïne tomberait entre ses griffes aujourd'hui, mais elle initia une puissante frappe. Le voleur tomba vaincu en un instant, et l'héroïne se tint au-dessus de lui en demandant si tout le monde allait bien. L'héroïne remarqua la gravité des blessures de Cariel et ordonna son transport immédiat à la cathédrale, alors qu'il essayait de faire comme si de rien n'était malgré sa claudication évidente. Cariel insista sur le fait qu'il y avait ceux qui avaient besoin d'aide plus que lui, pointant du doigt ses compagnons inconscients derrière lui. Alors qu'il essayait de souligner la priorité de sauver les autres, ses forces l'abandonnèrent, et il perdit connaissance, mais l'héroïne le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. L'héroïne commenta avec regret, notant qu'il avait complètement perdu connaissance. Cariel ouvrit les yeux très lentement. Il regarda autour de lui pour se rendre compte qu'il était allongé dans une petite cathédrale située à la périphérie du village. Il sentit son corps avec étonnement, notant que la douleur avait complètement disparu d'une manière étrange. Il entendit une voix lui dire qu'il s'était enfin réveillé après être resté allongé là pendant 3 jours. Quand il se tourna, il sut immédiatement que c'était l'héroïne qui les avait sauvés à ce moment-là. Elle le rassura en lui disant que son corps était en bon état parce qu'elle avait demandé un traitement spécial pour lui auprès des prêtres de la cathédrale. Alors il la remercia et se hâta de s'enquérir de l'état de son groupe. Elle lui dit qu'il recevait des soins et se reposait dans la pièce voisine, ce qui le soulagea. Puis elle lui dit qu'elle avait attendu son réveil tout ce temps parce qu'elle avait quelque chose à lui dire, ce qui piqua sa curiosité. Elle commença par se présenter officiellement comme Ariella, l'héroïne qui résout divers incidents en vertu d'un décret royal, s'excusant pour son retard à se présenter. Elle expliqua que, comme tout le monde le sait, cette époque est plus paisible que le passé, mais les forces du mal apparaissent encore constamment. Elle mentionna des rapports faisant état de l'apparition de monstres inconnus dans les forêts. En plus des organisations suspectes aux intentions inconnues et de l'apparition de démons et de chasseurs de héros causant fréquemment des incidents,
Cariel commenta avec un léger sourire l'ironie de l'augmentation des incidents malgré l'absence du roi démon, et elle fut d'accord avec lui. Elle ajouta qu'il semblait que ses forces essayaient de combler le vide qu'il avait laissé. Il déglutit nerveusement lorsqu'elle mentionna qu'elle avait enquêté sur ce qui s'était passé à l'intérieur du labyrinthe. Elle loua sa flexibilité dans la gestion de la situation et son utilisation de la plante mandragore dans cet espace restreint, confirmant que grâce à lui, ils avaient pu capturer le chef et le reste du groupe. Alors qu'il était en train de traiter la nouvelle de la capture des voleurs, elle continua son discours notant que les incidents futurs pourraient nécessiter des solutions qui ne reposent pas uniquement sur la force. Elle alla droit au but en annonçant que son voyage avait besoin d'un guide comme lui. Elle lui offrit ouvertement et directement de se joindre à elle dans son voyage. Il était stupéfait, se demandant intérieurement s'il avait bien entendu et s'il était possible qu'il accompagne l'héroïne dans un voyage. Et par pure surprise, il répondit par une question au lieu d'une réponse. Il s'enquit de leur prochaine destination, et elle répondit qu'il se dirigeait vers la forêt des golems. Alors qu'il essayait de s'enquérir en bégayant, Rina, qui se tenait derrière la porte, l'interrompit, leur demandant d'attendre. Elle entra dans la pièce en admettant qu'elle avait écouté leur conversation et annonça son désir explicite de les accompagner dans ce voyage. Il essaya de persuader l'héroïne de refuser sa demande, mais elle l'interrompit, affirmant qu'elle irait bien tant qu'elle serait avec elle. Elle justifia son insistance en disant qu'il était une personne faible qui pourrait finir par mourir seule, il a donc besoin de quelqu'un pour le couvrir comme elle, ce qui le mit en colère, et il considéra ses paroles comme une provocation. Elle le gronda, disant qu'il n'avait aucune conscience pour avoir essayé de la laisser derrière, ce à quoi il rétorqua sarcastiquement, demandant s'il avait fait une promesse à cet effet. Elle suggéra de prendre un congé de l'académie, insistant sur le fait que la présence d'un mage serait très utile dans l'aventure. Puis elle attrapa fermement sa chemise et la supplia bruyamment de l'emmener avec eux. En fin de compte, il fut décidé que les deux rejoindraient l'héroïne dans son aventure. Il pensa en lui-même que la raison pour laquelle il avait accepté son offre était l'apparition de l'espoir d'atteindre un objectif qui semblait impossible, et qu'il voulait évoluer et augmenter sa force grâce à cette aventure. Pour pouvoir éliminer ce monstre de ses propres mains un jour. L'héroïne coupa court à son cheminement de pensée en l'appelant guide pour bouger, alors il accepta immédiatement, mais il fut surpris par les expressions faciales de Rina. Il remarqua que les coins de sa bouche étaient relevés, ce qui signifiait qu'elle souriait, ce qui la surprit. Alors qu'il marchait, elle se souvint d'un cours pratique à l'école où elle avait fabriqué un petit golem, les considérant comme de mignonnes créatures. Il l'avertit que ses attentes élevées pourraient entraîner une grande déception. L'équipe marchait sur des sentiers de montagne accidentés. Elle se plaignait de ne pas voir de golem malgré que l'endroit s'appelle la forêt des golems. Alors, il lui a expliqué que c'était juste un laissez-passer pour les ouvriers. Il a ajouté que les golems ne se trouvent que dans la carrière parce que c'est à l'origine une mine, lui assurant qu'elle ne trouverait pas les créatures mignonnes qu'elle imagine là-bas. L'héroïne lui a demandé pourquoi, et il a répondu que les golems ici sont d'origine naturelle. Il a expliqué que les mages utilisent leur propre mana, ce qui limite la taille du golem, tandis que les golems naturels naissent de pierres de mana massive et pure. Et comme la mine regorge de pierres de mana, leur apparition est courante, et ici elle lui a demandé la raison exacte de leur venue dans cet endroit. Pendant ce temps, une personne masquée se plaignait d'être affectée aux tâches les plus ingrates parce qu'il était le plus jeune de son groupe. En passant devant le groupe de l'héroïne, il a décidé de les dépasser rapidement pour qu'ils ne le remarquent pas et les a entendus parler d'un groupe suspect entrant et sortant de cet endroit. Les descriptions qu'il faisait circuler sur des personnes portant des masques blancs et des vêtements à capuchon et transportant des sacs correspondaient parfaitement à lui et à son groupe. Il remarqua leur regard vers lui et réalisa qu'il était devenu leur cible. Il se tendit et se gratta la tête, confus, essayant de sauver la situation. Puis il prit ses jambes à son cou en hurlant, leur demandant pourquoi il le suivait. Par pure panique, il continua de courir jusqu'à ce qu'il atteigne une falaise rocheuse. L'héroïne lui dit qu'il avait atteint une impasse, suggérant que la reddition était une bonne idée, mais un sourire malicieux apparut sur son visage. Il annonça avec assurance que les choses ne se passeraient pas comme ses poursuivants le pensaient. Cariel avait l'étrange sensation d'avoir déjà vécu cette situation, tandis que l'homme masqué confirmait que leur plan échouerait, et soudain le sol trembla violemment. Un golem de roche massif apparut de nulle part pour annoncer clairement qu'il les avait attirés délibérément dans ce piège. Rina était stupéfaite par l'énormité du golem, mais Cariel essaya de la rassurer en lui disant qu'un golem naturel n'attaque pas les humains en premier. L'héroïne demanda naïvement si le golem essayait de leur serrer la main, ce qui le déconcerta, mais il réalisa immédiatement son erreur. Lorsque le golem abattit son poing, fracassant violemment les rochers autour d'eux, Rina hurla de panique, rappelant à l'héroïne ses paroles précédentes de ne pas attaquer, tandis que le golem continuait son avancée en essayant de percer l'endroit et sa main s'étendit pour les saisir. Mais l'héroïne utilisa sa force physique pour arrêter la progression de sa main. Elle demanda à Cariel d'analyser rapidement la situation, alors il déduisit au milieu de la poussière que quelqu'un contrôlait le golem depuis son noyau. Elle décida de distraire l'ennemi en premier. Un des hommes masqués contrôlant le golem remarqua que le bras droit du golem était bloqué par quelque chose tandis qu'il ordonnait à l'autre homme masqué d'attaquer avec la main gauche.
Il s'interrogea sur l'identité de ces combattants et soupçonna qu'il s'agissait d'envoyés du gouvernement royal. Il observait la situation depuis sa cachette à l'intérieur du golem. Il localisa la personne qui obstruait le bras du golem et ordonna de la cibler. Rina pointa nerveusement vers le golem en disant qu'il les attaquait à nouveau. Sa main géante fondit sur eux. L'héroïne réalisa avec sa forte intuition qu'une collision directe avec cette force serait dangereuse pour elle en se basant sur son blocage précédent, alors elle décida de changer son style. Elle se précipita à la vitesse de l'éclair sur sa main. Pendant qu'elle courait dessus, son autre main se dirigea vers elle à une vitesse folle. Puis elle esquiva habilement sa deuxième attaque et continua de courir vers le haut en direction de la tête en contournant les obstacles. L'homme masqué fut stupéfait de la voir remonter le bras du golem en venant vers lui, et son compagnon demanda avec terreur ce qu'il devait faire et s'il devait se battre. Mais le chef répondit froidement que les maîtres des golems ne se battent pas directement. Elle fut surprise par l'apparition d'un golem plus petit bloquant son chemin, puis un deuxième golem apparut devant elle à côté de l'autre. Cariel se tourna vers Rina en lui demandant de poursuivre la personne suspecte qui venait d'apparaître, et elle accepta immédiatement. En courant, il regarda l'héroïne avec étonnement, réalisant que ce qu'il voyait maintenant était l'incarnation d'une véritable bataille de héros dont il avait toujours rêvé dans son enfance. Le rythme de la bataille s'accéléra alors qu'elle se précipitait à la vitesse de l'éclair, fendant l'air en direction du golem, esquivant l'attaque qu'il lui lançait, puis se précipitant à nouveau vers lui. Elle réussit à s'en approcher et lui infligea un coup de grâce. Il s'effondra sous le poids de l'attaque écrasante. Elle se dirigea vers l'autre golem. Elle plongea son épée dans le cou du monstre de pierre pour l'achever complètement, mettant fin au danger qu'il représentait. Il se brisa complètement se transformant en un tas de gravats, déclarant sa victoire écrasante dans cette courte confrontation. Pendant ce temps, les hommes masqués regardaient la scène depuis leur cachette avec étonnement, réalisant que le golem de haut niveau avait été brisé assez facilement, les assurant qu'il était inutile contre ses adversaires et que leur seul choix était de fuir ou de tenir bon. Mais l'un d'eux remarqua soudainement la disparition du garçon qui était avec le groupe plus tôt. L'un d'eux regarda prudemment vers l'ouverture où il se cachait pour vérifier la situation seulement pour constater que l'héroïne était arrivée à l'entrée. Elle s'adressa à eux d'un ton moqueur en disant qu'elle avait trouvé leur cachette. L'homme masqué prit ses jambes à son cou en essayant de s'échapper tandis que Cariel le poursuivait en lui ordonnant de s'arrêter pour fouiller son sac. Alors il répondit d'un ton suppliant en prétendant qu'il n'était qu'une personne de bas niveau qui ne savait rien et ne faisait que suivre les ordres. Il remarqua que la distance entre lui et le fugitif ne diminuait pas, alors il demanda à Rina d'utiliser sa magie pour lier les jambes de l'homme. Mais elle s'excusa en expliquant qu'elle ne pouvait pas utiliser deux sorts à la fois, alors il suggéra qu'elle monte sur son dos pour pouvoir utiliser la magie. Elle fut surprise par la suggestion et lui demanda incrédule s'il pensait ce qu'il disait, mais il l'interrompit en annonçant qu'il avait trouvé une meilleure idée. Il proposa qu'il monte sur le balai pendant qu'elle le contrôlerait à distance. Et alors qu'une expression triste apparut sur son visage, il lui demanda la raison de cette expression et si l'idée était mauvaise. Alors elle répondit sèchement que ce n'était pas le cas. De son côté, le voleur en fuite s'arrêta pour reprendre son souffle, pensant qu'il avait réussi à induire ses poursuivants en erreur et à leur échapper. Mais avant qu'il ne puisse profiter d'un moment de repos, il entendit un bruit venant d'en haut. Il leva la tête pour le voir descendre vers lui à une vitesse folle, les yeux grands ouverts. Il entra en collision avec lui avec une force violente entraînant l'éclatement d'une des fenêtres en bois et leur chute ensemble au milieu d'éclats volants, et il gémit de l'intensité de la douleur. Il roula au loin à la suite de la force de l'impact tout en se plaignant qu'elle l'avait jeté comme si elle se débarrassait de lui. Le voleur initia une attaque, dirigeant un coup de poing vers lui, mais il réussit à l'esquiver. Le voleur hurla avec colère le décrivant comme le guide volant et se jeta sur lui en le tenant fermement. Le voleur tomba au sol sous le poids de l'attaque, continuant à nier et à revendiquer l'ignorance. Il se rendit complètement sous son contrôle tandis que Cariel lui asséna un puissant coup de poing. Il sécurisa d'abord le sac de biens volés, tandis que Rina arrivait sur les lieux lui demandant anxieusement s'il allait bien, s'excusant pour son stupide contrôle du balai. Il lui demanda avec méfiance tout en tenant son épaule douloureuse si elle l'avait jeté exprès par méchanceté, se plaignant que son épaule lui faisait très mal, alors elle halta sous le choc de son accusation. Elle nia l'accusation d'une voix faible, confirmant qu'elle ne pouvait pas faire quelque chose comme ça. Il remarqua qu'elle tenait son bras et le serrait fortement, alors il lui demanda avec surprise si elle s'était blessée à la main. Elle expliqua que cette blessure était un effet secondaire ressemblant à des brûlures dues à sa surexploitation dans le labyrinthe auparavant. Alors il réalisa que son vol magique maladroit il y a quelques instants était à cause de cette douleur. Il commença à utiliser son pouvoir sacré pour soigner sa main. Alors elle se demanda avec étonnement pourquoi il utilisait soudainement le pouvoir sacré, soulignant qu'elle avait déjà reçu un traitement à la cathédrale et qu'il n'y avait pas besoin. Il insista pour la soigner, expliquant qu'elle s'était blessée à cause de lui et que ce traitement supplémentaire était mieux que rien, puis offrit ses excuses pour sa blague précédente concernant les cornes. Elle accepta ses excuses en disant que c'était bien et le remercia timidement pour son inquiétude et son attention envers elle. À ce moment, il remarqua un mouvement du voleur allongé sur le sol, l'alertant que l'homme s'était réveillé. Celui qui était allongé sur le sol marmonna d'une voix rauque en annonçant qu'il était réveillé depuis un moment,
se moquant de leurs préoccupations l'un pour l'autre au point qu'ils ne l'avaient pas remarqué. Il le tenait par le sac exigeant sévèrement qu'il révèle la nature des objets qu'il contenait et leurs utilisations, mais il insista obstinément sur sa réponse précédente qu'il ne savait rien. Soudain, les traits de Cariel changèrent et ses yeux s'écarquillèrent de terreur en fixant une personne qui tomba devant lui, balbutiant le mot héroïne d'une voix remplie de peur. Il s'est approché d'elle et lui a demandé ce qui s'était passé. Elle lui a raconté qu'elle avait réussi à localiser l'ennemi, mais qu'il s'était retranché derrière une barrière magique à l'intérieur d'un espace clos. Elle lui a expliqué le problème, en précisant que les ennemis se cachaient à l'intérieur d'une barrière en forme de boîte, et qu'une attaque imprudente pourrait les tuer, et donc perdre toute chance d'obtenir des informations d'eux. Il a estimé que la solution idéale était de créer une situation les empêchant d'utiliser la barrière magique. Il a donc demandé à Rina si elle connaissait un sortilège pour bloquer la magie, mais elle a répondu avec hésitation qu'une chose pareille pouvait exister, mais qu'elle ne la maîtrisait pas. Il a commencé à réfléchir à une autre solution, en regardant attentivement autour de lui, et a remarqué que l'endroit était une zone de stockage utilisée par les ouvriers. Son regard s'est posé sur des sacs empilés, réalisant qu'il s'agissait de sacs de farine, et une idée astucieuse lui a traversé l'esprit. Il s'est souvenu de sa blessure précédente, alors il lui a demandé de vérifier si ses brûlures étaient causées par l'utilisation de la magie, et elle lui a confirmé qu'une utilisation excessive de la magie génère de la chaleur dans ses mains. Il en a donc déduit avec assurance que l'utilisation du mana génère également de la chaleur, ce avec quoi elle était d'accord. Il a souri avec assurance, annonçant qu'il allait créer la situation idéale pour empêcher les ennemis d'utiliser leur magie. Pendant ce temps, l'ennemi était assis à l'intérieur de sa barrière, rassuré, attendant l'arrivée de cette personne et convaincu qu'il était en sécurité jusque-là. Soudain, d'étranges sacs ont été jetés sur eux depuis l'entrée, les surprenant et leur faisant penser que la personne attendue était arrivée. Les sacs ont explosé, répandant un épais nuage de poussière blanche dans l'endroit. Alors l'un d'eux a crié avec colère en pensant qu'il s'agissait d'une tentative de bloquer leur vision avec de la fumée. L'un d'eux a réalisé que cette poussière n'était que de la farine. Et à ce moment-là, la voix de leur camarade est venue les avertir sévèrement de ne pas utiliser de magie, sinon il provoquerait une explosion massive. Les ennemis étaient confus pendant que l'héroïne leur expliquait froidement la vérité scientifique, lorsque la poussière se mélange à la chaleur, une explosion de poussière se produit. Et comme le mana génère de la chaleur, leur utilisation de la magie signifiait leur perte. Les nuages de farine se sont légèrement dissipés pour révéler son visage confiant, leur donnant un choix et un ton provocateur s'ils voulaient encore se battre dans ces conditions, confirmant qu'elle ne les empêcherait pas de se faire exploser. Les ennemis se sont mis à transpirer, et l'un d'eux a demandé à son chef avec terreur ce qu'il fallait faire et s'il devait tenir bon. Mais le chef est resté silencieux, réalisant la gravité de la situation. Il s'est effondré sous la pression et a annoncé sa reddition d'une voix vaincue. Ailleurs, l'un des monstres est sorti de sa cachette et a décidé qu'il était temps de bouger. Peu de temps après, une personne mystérieuse portant une cape avec des yeux brillants sous le masque est arrivée sur les lieux, la trouvant complètement vide. Il a marmonné avec agacement parce qu'il avait peigné la forêt sans trouver la moindre trace de mage, concluant qu'il était arrivé un peu tard. Le monstre lui a répondu, disant que cela n'avait pas d'importance et jurant qu'il resterait toujours un pas en avant désormais. Sur le chemin du retour, la calèche transportant les héros a tremblé tandis que Rina s'est endormie profondément, se penchant sur l'épaule de Cariel. Ils pensaient à leur chance, car les ennemis s'étaient rendus sans combattre. Sinon, les choses se seraient terminées dans un bain de sang. Il se souvenait de sa conversation avec le mage capturé lorsqu'il lui avait demandé s'il avait utilisé l'objet dans le sac pour corrompre le golem. Il se souvenait de la confession du mage selon laquelle il avait contaminé le noyau du golem pour nuire aux humains et de sa question de savoir si le pouvoir sacré était capable de le purifier. Le voleur avait alors confirmé que c'était possible. Elle a effectivement purifié le golem, puis a remis les mages du golem à la cathédrale pour interrogatoire, mettant fin à cette mission ardue. Il a poussé un soupir de soulagement à l'intérieur de la calèche, se disant qu'avec tout ça terminé, il pouvait enfin se reposer. Cependant, avant qu'il ne ferme les yeux, quelqu'un a soudainement crié en ordonnant à la calèche de s'arrêter, ce qui les a paniqués. La calèche s'est arrêtée soudainement et violemment alors qu'un des bandits posait son pied lourd à bord, ordonnant à tout le monde de descendre et de se rendre tranquillement s'ils voulaient garder la vie sauve. Le conducteur de la calèche a paniqué gravement en voyant les voleurs se tenant sur place, tremblant de peur, alors l'héroïne est descendue de la calèche pour résoudre le problème. Le chef s'est tourné avec terreur pour voir une personne portant une armure complète sortir de la calèche, demandant d'une voix tremblante si c'était un chevalier. Elle a répondu d'un ton désapprobateur, considérant qu'il était insolent de la décrire comme un chevalier et le corrigeant en lui disant qu'elle était une héroïne. Le chef des bandits s'est moqué du titre de vaillant héros, agitant la main pour lancer l'attaque. Les voleurs ont révélé des otages de femmes et d'enfants attachés derrière eux, et le chef a menacé que tout faux pas du héros ou de ses compagnons signifierait la mort immédiate de ces innocents. Cariel s'est tourné vers elle en lui demandant nerveusement quelle était la prochaine étape, lui conseillant de ne pas provoquer les voleurs avec des actions imprudentes par crainte pour les otages. Elle a annoncé calmement que son ami était déjà là, et pendant qu'un voleur chauve se moquait de ses paroles en pensant qu'elle préparait quelque chose,
il a remarqué quelque chose de suspect derrière lui. Soudain, une autre personne a atterri derrière lui et a ordonné à tout le monde de se figer en annonçant qu'il venait les chercher. Le chef a hurlé en avertissant ses camarades de l'attaque venant de derrière, leur ordonnant de frapper immédiatement. Une ombre fugitive s'est déplacée avec une vitesse incroyable, attaquant les voleurs. Du sang a giclé dans l'air, et l'un des enfants a été sauvé. Le voleur chauve a crié de douleur après que son bras ait été coupé tandis que son compagnon le regardait avec choc et étonnement. Un autre voleur aux cheveux longs s'est mis en colère, essayant d'exploiter la situation en pointant son arme sur les otages, rappelant aux attaquants qu'ils détenaient des otages et qu'ils ne devaient pas être sous-estimés. Mais elle l'a surpris avec un coup écrasant avant qu'il ne puisse mettre sa menace à exécution, le faisant crier de douleur et tomber au sol. Elle a commenté avec dédain en les décrivant comme de simples animaux sales après les avoir éliminés. Elle a rassuré les otages d'une voix calme en leur disant qu'ils étaient en sécurité maintenant. Les otages ont regardé avec gratitude et admiration leur sauveteur, murmurant le titre de héros. Pendant ce temps, Rina a remarqué l'odeur du sang qui persistait encore sur les lieux, et cela la dérangeait. Elle a suggéré de retourner à la calèche, alors qu'Ariel a accepté mais s'est demandé où se trouvait l'héroïne. Il l'a aperçue en train d'aider les otages, trouvant étrange que l'autre héros soit parti si vite pendant qu'elle l'exhortait à bouger. À l'intérieur de la calèche, la personne mystérieuse a révélé son identité, s'excusant pour son retard à se présenter, expliquant qu'il était Ram, un héros connu sous le titre de l'ombre. Il a loué la grande aide qu'Ariela lui avait apportée en chemin, la faisant rire timidement et lui demandant d'arrêter de la mettre dans l'embarras. Puis Rina a pris l'initiative de se présenter comme mage et de le présenter comme leur guide. Il a réalisé qu'il était à l'intérieur de la calèche depuis le début, exprimant son admiration pour avoir rencontré deux héros à la fois. Elle a senti que quelque chose était étrange, se demandant avec confusion pourquoi il y avait plus d'un héros alors que le concept commun qu'elle avait été différent. Elle lui a demandé de s'expliquer, alors il lui a chuchoté que le héros auquel elle pensait est celui qui combat le roi démon et qui est choisi par l'épée sacrée. Il a expliqué la différence entre le héros à l'épée et le héros ordinaire, soulignant que ce dernier agit comme un surhumain au service du roi ou du royaume. Ram a ajouté que ces héros gagnent des titres en fonction de leur talent, donc son titre est l'ombre pour son talent en matière de furtivité et d'assassinat, pas de combat direct, ce qu'elle a trouvé pas héroïque du tout. Elle a posé des questions sur le titre d'Ariela, et elle a répondu qu'elle était appelée la chasseuse en raison de sa capacité olfactive exceptionnelle et de ses hautes capacités physiques. Il a mentionné qu'il existait d'autres héros avec des titres différents comme berserker ou juge. Elle s'est sentie étourdie par l'abondance d'informations sur les héros, les épées sacrées et les titres, résumant que les héros titrés suivent simplement les ordres du roi. Il a expliqué que les héros à l'épée visent principalement à tuer le roi démon, soulignant que les deux types de héros sont honorés et partagent la même noble mission. Il a ajouté en expliquant que le malentendu courant découle de la renommée des héros à l'épée pour avoir combattu le roi démon. Alors que les exploits des héros ordinaires comme ceux qui servent le royaume ne sont pas largement connus, sauf pour ceux qui regardent et scrutent, ce qu'elle a clairement compris. Cariel a exprimé son vœu innocent de rencontrer tous les héros un jour, alors Ram a commenté en plaisantant que cela pourrait bientôt se réaliser s'il avait de la chance. Elle a remarqué sa rougeur et son enthousiasme excessif, se demandant avec surprise pourquoi il était si affecté par cela. Ram a lâché une bombe en annonçant que tous les héros se joindraient bientôt à la mission de récupération de l'épée sacrée. Cette annonce a stupéfié tout le monde alors que Cariel a demandé avec crainte si parler de l'épée sacrée signifiait qu'un nouveau roi démon était apparu ou allait arriver. Mais Ram a ri soudainement et bruyamment, jurant sur son nom qu'il ne faisait que plaisanter, ce qui l'a agacé, et elle l'a décrit comme une personne excentrique. L'héroïne a clarifié la situation en expliquant qu'elle avait l'intention d'expliquer lentement pour éviter toute confusion, les assurant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter d'un roi démon. Il s'est dit que le roi démon était déjà mort et que s'inquiéter était inutile, ajoutant que le plus important était de se concentrer sur la mission qui les attendait. Alors qu'ils approchaient de leur destination, Rina a posé des questions sur la nature de l'incident et sa relation avec sa coopération avec Ram. Elle a répondu que l'affaire concernait une série de disparitions mystérieuses dans cette forêt. Et comme la forêt est sous une obscurité perpétuelle toute la journée, il était nécessaire de faire appel à Ram pour sa compétence et son expérience en matière d'obscurité. L'équipe est finalement arrivée au village, suggérant de se rendre d'abord au village qui a demandé de l'aide. Alors que Rina a remarqué qu'il s'était arrêté un instant, elle l'a exhorté à bouger, trouvant son arrêt soudain étrange. Il lui a demandé discrètement si elle pensait qu'une bête magique était la cause probable de ces disparitions. Quand elle lui a demandé s'il avait découvert quelque chose, il a souligné qu'ils avaient affronté des humains ces derniers temps, des bandits, des mages, des voleurs, pas des bêtes magiques, se demandant si c'était juste une coïncidence. Elle a répondu que l'identité de l'ennemi n'avait pas d'importance tant que l'affaire était résolue, croyant qu'il craignait que les humains ne lui causent des ennuis en tant que guide, lui assurant qu'ils avaient attrapé les mages facilement grâce à lui. Il marchait derrière eux se demandant pourquoi ils s'inquiétaient pour lui, pensant qu'une forêt comme celle-ci ne pouvait pas abriter de tels actes par un humain ordinaire, il a conclu dans sa pensée que ce devait être une bête magique. Mais il est revenu à remettre en question sa conclusion pendant un moment avant de la nier.
L'équipe est entrée dans le village enveloppé d'une atmosphère sombre et lugubre. Ils ont aperçu les villageois qui les attendaient. Un homme âgé les a accueillis, louant leur long voyage et suggérant qu'ils se reposent dans les chambres préparées pour eux, mais l'héroïne s'est excusée doucement en soulignant la nécessité de se dépêcher. Ram a suggéré de se limiter à une simple vérification aujourd'hui, demandant de convoquer des villageois pour parler. Il a commencé à parler à une jeune femme, lui demandant de se présenter brièvement, et elle a répondu que son nom était Nora, qu'elle travaillait dans un restaurant et qu'elle avait un fils. Son utilisation du passé les a arrêtés, alors elle a expliqué tristement que son fils avait été perdu dans la forêt il y a 2 jours. Il lui a demandé de raconter exactement ce qui s'était passé. Elle a corrigé le timing à il y a 3 jours en traversant la forêt, notant qu'elle était au courant des récentes disparitions, elle tenait donc fermement la main de son fils John en marchant. Elle a ajouté avec tristesse que malgré le fait qu'elle lui tenait la main, son enfant a disparu soudainement. L'héroïne l'a interrogé sur les détails de l'incident, demandant sèchement si son enfant avait disparu juste sous ses yeux comme ça. Elle a nié cela, expliquant d'une voix remplie de chagrin qu'elle avait en fait entendu un son étrange puis perdu connaissance. Et quand elle s'est réveillée, elle a trouvé son enfant disparu. Et lorsqu'on lui a demandé la nature du son, elle l'a décrit comme quelque chose de terrifiant. Elle a décrit le monstre comme émettant un cri horrible ressemblant à un chant terrifiant. Rina a déplacé sa conversation vers l'autre villageois assis devant eux, lui demandant de se présenter et de partager ce qu'il savait. L'homme s'est présenté comme Dak, commençant son histoire sur son entrée dans la forêt pour rechercher les disparus. Il a expliqué qu'il avait cherché toute la journée en vain, mais qu'il avait réussi à apercevoir rapidement la forme du monstre. Le choc est apparu sur son visage lui demandant avec étonnement s'il avait vraiment vu le monstre, tandis que Cariel regardait avec une concentration intense. Il a décrit le monstre comme une créature étrange possédant une queue de serpent et des pattes de poulet. Après avoir entendu les témoignages, il s'est adressé à elle en notant qu'après avoir recoupé les informations qu'ils avaient recueillies, il semblait avoir identifié le monstre, ce avec quoi elle était d'accord avec confiance. Mais en prononçant le nom, un conflit s'est produit. Elle a dit que c'était un basilic, tandis que lui a dit « sirène ». Il la regarda brusquement en lui demandant de l'écouter en tant que guide, mais elle répondit avec arrogance qu'elle avait étudié les monstres à l'académie de magie. Alors il s'est approché d'elle avec un regard confiant qui l'a tendue et l'a fait reculer en demandant pourquoi il s'approchait. Ram est intervenu pour briser la dispute en calmant tout le monde, notant que le type de monstre n'avait pas autant d'importance que de l'éliminer, les invitant à arrêter de se battre. Il a décidé de mettre fin à la réunion et de retourner se reposer en préparation de l'entrée dans la forêt demain, alors elle a accepté, en grommelant, en marmonnant qu'elle ne se battait pas de toute façon. Le lendemain, elle est apparue en reniflant et en se touchant le nez, se demandant si elle avait attrapé un rhume parce qu'elle avait le nez bouché. Il a remarqué son état et a commenté qu'elle n'avait pas l'air bien, demandant si elle était malade. Elle a répondu que Cariel n'avait pas l'air bien non plus, plaisantant s'il était nerveux à l'idée que le monstre puisse être une sirène, mais il a nié en expliquant qu'il n'avait tout simplement pas bien dormi. Elle s'est renseignée sur son insomnie, alors il lui a dit qu'il avait réfléchi toute la nuit et qu'il s'était rendu compte que cet incident ne pouvait pas être le fait d'humain. Elle s'est sentie soulagée par cette conclusion. Et comme Ram les a rejoints, il leur a rappelé de se concentrer et de ne pas oublier. L'héroïne a annoncé clairement que leur objectif était de trouver l'enfant et d'éliminer le monstre, puis a ordonné de se diriger vers la forêt sombre. À l'entrée de la forêt, l'équipe a décidé de se séparer. Ram et Ariella se sont dirigés vers la droite tandis qu'ils ont pris le côté gauche. Ils ont convenu de marquer les endroits inspectés pour éviter toute répétition. Alors qu'ils marchaient, l'héroïne a remarqué une forte odeur de sang dans la forêt mais n'a pas pu déterminer sa direction. Alors Ram a suggéré de vérifier d'abord le lac, lui demandant si elle pouvait distinguer la direction par l'odeur. Elle a localisé le lac grâce à l'odeur de l'eau venant de loin, notant que la distance semblait longue. Pendant ce temps, il a décidé d'agir rapidement pour explorer la question lui-même en utilisant ses compétences spéciales. Il a activé sa capacité à interagir avec les ombres et à se déplacer à travers elles à la vitesse de l'éclair pour raccourcir la distance. Il a émergé de l'ombre à l'endroit cible, pensant que s'il y avait un lac, la présence d'une sirène devient une possibilité très probable. Mais il a été surpris en arrivant que le lac était presque complètement sec. De retour à eux, Rina semblait épuisée haletant de fatigue, se plaignant qu'ils avaient cherché longtemps en vain, mais il a corrigé en disant qu'il y avait un endroit qu'il n'avait pas encore vérifié. Elle l'a regardé en questionnant, alors il a pointé son doigt vers le haut en disant « là ». Il a expliqué que les arbres de la forêt étaient énormes, et leurs branches densément entrelacées formaient presque une nouvelle couche de sol complète au-dessus, ce qui est la véritable raison de l'obscurité perpétuelle de la forêt. Il a pointé des marques de griffes profondes sur le tronc de l'arbre, suggérant qu'un basilic aurait pu grimper. Se demandant qui entreprendrait la tâche d'escalade pour vérifier, alors elle l'a regardé nerveusement avant de se décider. Elle a utilisé la magie du vol pour s'élever vers les branches supérieures, et il lui a dit à voix haute qu'elle pouvait rester en bas s'il avait peur, tandis qu'elle a confirmé qu'elle pouvait gérer la situation malgré sa terreur intérieure. Elle a atteint un grand espace entre les branches et a décidé de l'inspecter, mais a trouvé difficile de voir clairement. Elle a essayé de se rassurer qu'elle ne trouverait rien,
se rappelant des souvenirs effrayants en espérant que ce qui s'était passé dans le passé ne se reproduirait pas, puis a compté pour elle-même 1, 2, 3, et s'est poussée vers le haut. Elle s'est retrouvée entourée d'une obscurité totale différente de ce à quoi elle s'attendait, se sentant comme si cet endroit était complètement isolé du monde extérieur. Elle s'est souvenue de ses jours en tant qu'élève modèle à l'école de magie où le couvre-feu était strict, ce qui la rendait peu habituée à se déplacer la nuit. Elle a remarqué que la seule lumière provenait du reflet de la lune sur les branches, alors elle a décidé d'utiliser un sort de lumière très faible afin de ne pas révéler son emplacement. Au milieu du silence absolu, elle a senti son rythme cardiaque et ses pas résonner de manière anormalement forte. En raison de son extrême tension, elle est devenue hypersensible aux petits sons, mais a négligé d'utiliser correctement son odorat. Soudain, une odeur nauséabonde a frappé son nez, à laquelle elle s'était inconsciemment habituée. Réalisant avec choc, c'était l'odeur de corps en décomposition, elle s'est blâmée de ne pas avoir remarqué l'odeur plus tôt. Se demandant si le froid en était la raison, la terreur a pris le dessus sur elle et elle a décidé de fuir cet endroit immédiatement. Alors qu'elle essayait de bouger, elle a senti quelque chose lui saisir le pied, alors elle s'est figée sur place en regardant vers le bas. Elle a découvert qu'elle se tenait au milieu d'un tas de restes, réalisant avec un cœur tremblant, qu'elle avait vu cette scène plusieurs fois auparavant. Soudain, elle a ouvert les yeux sous le choc quand elle a vu la tête de l'un des villageois disparu devant elle. Elle a laissé échapper un cri étouffé alors que son cœur cessait de battre normalement, et au lieu de cela, elle avait l'impression qu'un marteau frappait violemment à l'intérieur de sa poitrine. La peur la possédait que le monstre entende son rythme cardiaque bruyant, alors elle s'est recroquevillée sur elle-même se figeant sur place en espérant que le son s'arrêterait. Elle a essayé de se calmer et a réussi légèrement, décidant qu'il était temps de partir. Mais elle a remarqué que malgré son calme, le bruit de frappe violent continuait, réalisant alors que ce son ne venait pas d'elle, elle a levé la tête pour rencontrer les yeux d'un énorme monstre se tenant devant elle parmi les arbres. Réalisant qu'elle était tombée dans le piège, elle a ressenti une paralysie complète dans son corps, se demandant s'il s'agissait d'une réaction physique à la peur ou d'une capacité spéciale du monstre. Elle a rassemblé sa force mentale décidant d'utiliser d'abord la magie de défense, puis de fuir immédiatement. Elle a calculé le bon moment pour bouger, puis a lancé son sort et a sauté à vitesse maximale, mais le monstre s'est jeté sur elle et l'a attrapée. En bas, Cariel se tenait en regardant sa montre anxieusement, notant que 10 minutes s'étaient écoulées, se demandant pourquoi elle tardait à descendre alors qu'il ne s'agissait que d'une simple opération de reconnaissance. Cariel se rend compte que la situation actuelle dépasse sa capacité à gérer seule et décide que sa meilleure option est de rejoindre les héros et de monter ensemble. Soudain, il aperçoit un éclair lumineux suivi d'une explosion. Ram et Ariella ont tous deux remarqué la colonne de lumière montante et le bruit soudain de l'explosion, ils décident donc de se diriger immédiatement vers l'emplacement du guide pour enquêter. Le son de l'explosion résonne dans l'endroit, soulevant des questions sur sa source et sa cause. Il aperçoit un corps tombant rapidement du ciel, alors il court vers lui en ouvrant les bras seulement pour se rendre compte que c'est Rina. Il se précipite pour la rattraper, se disant à ce moment critique que le plus important est de ne pas la perdre, quel qu'en soit le prix. Il réussit à la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Il lui demande anxieusement si elle va bien. Elle halète lourdement en essayant de reprendre son souffle tandis qu'il lui demande avec étonnement ce qui s'est passé là-haut. Il la met de côté pour la soigner, et elle commence à raconter ce qui s'est passé d'une voix décousue, lui disant que le monstre a réussi à l'attraper. Elle explique qu'elle a été attaquée et blessée alors qu'elle enquêtait dans la forêt supérieure, alors il lui demande avec inquiétude si elle l'a affronté. Elle confirme avoir affronté le monstre, notant qu'elle a utilisé la magie de défense au moment où elle a été attrapée là-haut, puis a perdu conscience. Et quand elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée portée dans sa gueule vers un endroit, alors elle a saisi l'occasion et a fracassé le sol avec de la magie pour s'échapper. L'héroïne s'excuse de demander, mais se renseigne sur la raison pour laquelle le monstre ne l'a pas dévorée immédiatement, ce à quoi il répond en déduisant que le basilic stocke ses proies sur son territoire en utilisant l'illusion comme moyen de conserver la nourriture. Il conclut à la nécessité de retrouver rapidement l'enfant disparu, décidant de grimper à la canopée de la forêt pour le chercher lui-même. Alors qu'il s'apprête à partir, elle l'appelle d'une voix faible alors qu'elle est allongée sur la literie, le suppliant de revenir vivant. Il sourit en la rassurant, se disant que la raison d'être et la fonction première du guide est d'empêcher les variables et les surprises avant qu'elles ne se produisent. Avant d'entrer, il explique la nature du basilic au héros, précisant que malgré sa renommée pour l'œil pétrifiant, le type trouvé ici utilise l'illusion, pas la pétrification, il faut donc se méfier de son regard. Il ajoute que sa classification pourrait être différente pour être un cocatrix en fonction de la forme de sa queue, qu'il s'agisse simplement d'une queue de serpent ou d'un serpent attaché à celle-ci. Il souligne que le rôle du guide est de voir les monstres d'un point de vue différent de celui des aventuriers ordinaires, de démanteler leurs capacités puis de réassembler les informations pour minimiser les risques. Il souligne que les guides possèdent des connaissances scientifiques, environnementales et sur les monstres, ce qui leur permet de travailler en harmonie avec les mages, tout en admettant leurs faiblesses physiques. Il atteint un large espace au-dessus des arbres, s'émerveillant de l'existence d'un tel endroit en hauteur. L'héroïne remarque que l'odeur du monstre devient intense ici, un mélange distinctif d'odeurs de poulet et de serpent.
Il se rend compte qu'il n'affronte pas un seul monstre mais plusieurs, comparant les grades de monstres au classement d'aventurier. Un schéma montre que le basilic est classé comme un monstre de haut niveau, un hybride biologique entre un serpent et un poulet. Il sent le monstre approcher, analysant son danger résidant dans les illusions visuelles, les mouvements irréguliers de chimères et le corps dépourvu de points faibles clairs. Il confirme sans aucun doute qu'il relève de la classification claire des monstres élevés. Il est choqué de voir le monstre approcher avec une vitesse prodigieuse et une taille énorme inattendue, se demandant comment il a atteint cette distance si rapidement. Son corps se fige incapable de bouger tandis que des souvenirs d'enfance terrifiants avec le monstre le submergent. Le monstre se précipite en ouvrant ses mâchoires pour le dévorer alors qu'il se tient impuissant devant lui. Au dernier moment, une épée intervient pour couper l'attaque du monstre et sauver la situation et du sang se répand. Ariella s'assoit à côté de lui pour prendre de ses nouvelles, lui demandant de leur laisser le combat pendant qu'il la remercie avec gratitude. Pendant ce temps, Ram observe la situation en avertissant que de nombreux monstres se dirigent vers eux. Ram implore Cariel de retrouver l'enfant, alors il répond immédiatement et s'enfuit en courant. Alors qu'il court, il se rend compte qu'il ne peut pas être un fardeau en suivant les autres inutilement. Il décide de surveiller un peu la situation avant de chercher le garçon disparu, et soudain l'héroïne remarque que Ram est attaqué. Ram rassure tout le monde qu'il va bien, et cette attaque ne signifie rien pour lui malgré la tentative du monstre de bondir sur lui. Ram se souvient des avertissements précédents de Cariel de ne pas regarder dans les yeux du monstre et alerte quand il voit le monstre attaquer violemment puis porter des coups de poing consécutifs vers son visage. Le monstre pousse un cri retentissant tandis que le sang se répand, faisant soupirer Ram avec une tension extrême. Il remarque quelque chose d'étrange à propos de ce basilic. Il n'a pas de queue, ce qui suscite son étonnement et ses questions. Il se demande avec confusion si cette créature est vraiment un basilic, tandis qu'un autre monstre se précipite vers lui. Il porte de multiples attaques, infligeant plusieurs blessures sur le corps du monstre. Il regarde la scène avec choc alors que le corps du monstre commence à se régénérer et à fusionner à nouveau, ce qui est impossible pour un basilic. Cariel se demande avec étonnement pourquoi un basilic possède des capacités de régénération, doutant un instant de ce qu'il voit est une illusion, mais devient certain de sa réalité. Il se rend compte que le point faible des monstres régénérants est généralement le cœur, alors il crie en demandant à Ram de cibler le cœur. Ram répond à son appel, attaquant le monstre rapidement et puissamment en ciblant d'abord ses ailes, et le fait tomber au sol. Le monstre poussant des cris de douleur intermittents. L'héroïne intervient et saute dessus. Elle atterrit sur son corps massif, son épée perçant son cœur. Elle ressent un soulagement face au succès de l'attaque, mais se rend compte que des questions restent sans réponse. Soudain, un autre monstre commence à crier continuellement et suspectement, inquiétant tout le monde. Ram et l'héroïne sont choqués en entendant sa voix, incapables de bouger en entendant le cri du monstre, qui ressemble à un chant. Cariel regarde avec choc la source sonore, incrédule de ce que ses yeux voient alors que le corps du monstre commence à se manifester devant eux. Une créature humanoïde avec des ailes émerge du corps du monstre, poussant un cri confirmant qu'il s'agit d'une sirène. L'héroïne se rend compte qu'elle est toujours incapable de bouger. Elle essaie de s'échapper de l'endroit en réalisant le danger qui l'entoure, mais un autre monstre apparaît devant elle, et elle ne peut pas se défendre. Cariel est frappé d'horreur, se demandant comment une telle chose est possible, un monstre fusionnant avec un autre. Des questions résonnent dans son esprit au sujet de la présence de la sirène ici et de la façon dont cette étrange fusion s'est produite. Il commence à ressentir l'effet du chant de la sirène, se sentant hypnotisé et sa vision se brouillant, alors il essaie fort de maintenir sa clarté mentale. Il se frappe fort la tête pour reprendre ses esprits, se donnant l'ordre de se concentrer. Tout en titubant, il remarque qu'une de ses oreilles est gravement endommagée et peut-être que le tympan s'est rompu, mais décide d'ignorer la douleur et de reporter le traitement. Il insiste pour ne pas s'arrêter maintenant, déterminé à avancer malgré sa blessure et sa confusion. L'héroïne se tient devant le monstre, toujours sous l'influence du chant de la sirène. Le monstre s'approche d'elle, ouvrant sa gueule pour la dévorer. Cariel intervient à ce moment-là, la sauvant avant que le monstre ne referme sa gueule sur elle. Pendant ce temps, Cariel et Ariella remarquent l'absence de Ram, alors elle demande anxieusement où il se trouve puisqu'il était à côté d'elle il y a quelques instants. Puis il l'aperçoit à la traîne. Elle revient rapidement vers lui et lui attrape l'épaule pour l'éloigner. Plus tard, il les remercie avec gratitude tout en reprenant son souffle et demande à Cariel si son oreille va bien et lui demande de leur laisser le combat. Il confirme qu'Ariella a soigné ses oreilles avec son pouvoir sacré, puis il se concentre sur la chimère inconnue où Ram est d'accord avec elle que ce monstre possède des capacités de régénération. Les deux discutent du danger de la situation car la combinaison du chant de la sirène et des hallucinations du basilic rend impossible de contrer les deux attaques simultanément. Ariella se rend compte que si le monstre se régénère, le cœur principal doit être ciblé, mais le dilemme réside dans sa localisation ou s'il possède deux cœurs. Cariel se plonge dans ses pensées, analysant qu'un basilic est une fusion de serpent et de poulet, et que le corps principal est le poulet tandis que le serpent n'a pas de cœur. Sa confusion augmente en pensant à la sirène fusionnant avec le basilic, se demandant quel est le corps principal dans ce cas, et si cela est même possible, mais se souvient de l'incident du golem et se rend compte que des choses illogiques sont possibles.
Cariel se creuse les méninges pour trouver une solution comme il l'a fait la dernière fois, se rendant compte qu'il a besoin d'une réflexion plus approfondie. Il se reproche d'avoir négligé quelque chose, essayant de simplifier les choses et de chercher une réponse très basique. L'héroïne décide de laisser la tâche d'analyse au guide, et elle et Ram s'occuperont du plan de combat, pointant sur la carte en disant qu'ils doivent percer les hordes de basilic pour atteindre la sirène. Ram se rend compte qu'ils ne pourront protéger personne des attaques mentales tout le temps. Il établit le plan exigeant que quelqu'un joue l'appât pour gagner du temps pendant que l'autre s'occupe d'éliminer la sirène. Lors de la distribution des rôles, il s'enquiert du mécanisme de l'épée d'Ariella, alors elle explique qu'elle charge le pouvoir sacré dans l'épée puis le libère d'un seul coup, et l'épée conserve encore de l'énergie. Il se porte volontaire pour agir comme appât, tandis qu'Ariella est d'accord en notant qu'elle n'a qu'une seule chance d'attaquer et qu'elle ciblera le dos des sirènes. Avant de partir, Ram demande à Cariel s'il a identifié le corps principal, alors il hoche la tête et lui donne la réponse immédiatement en raison des contraintes de temps. Ram atterrit avec force au milieu des monstres, s'adressant à eux en disant que ce chevalier noir est leur scène parfaite, mais se moquant de ce qu'il est généralement impropre aux héros. Il se déplace avec une vitesse folle, se disant que porter son casque et transpirer à l'intérieur ferait réaliser que même ceux qu'on appelle des héros peuvent étonnamment bien se fondre dans l'obscurité de la nuit. Des hordes de basilic se précipitent férocement vers lui. Il dirige son attaque vers un monstre et remarque qu'un autre monstre tente de l'attaquer par derrière, mais continue à se frayer un chemin à travers les monstres en utilisant habilement ses compétences. Du sang de monstre noir se répand partout à chaque coup d'épée jusqu'à ce que le monstre sirène apparaisse devant lui. Il l'aperçoit et se précipite rapidement vers elle, continuant à se battre férocement au milieu du chaos. Ram ressent une confusion mentale lorsqu'il s'approche presque de la sirène. Ses pupilles se dilatent en sentant qu'il a pénétré le corps de la sirène, commençant soudainement à ressentir quelque chose d'étrange, mais insiste pour ne pas s'arrêter maintenant. Après un moment, il reprend pleinement conscience grâce à la douleur et à la pression physique qu'il ressent d'un monstre basilic qui appuie sur lui, réalisant qu'il hallucinait. Au milieu de la bataille acharnée, il s'interroge sur la source de l'attaque soudaine tout en bloquant un coup puissant. L'héroïne apparaît derrière le monstre sirène, coupée par le basilic fusionnant avec la sirène. Elle se précipite vers eux, visant sa épée sur la sirène, et se souvient du plan de Cariel quand elle lui a demandé sur quelle cible se concentrer. Pour répondre à voix haute en annonçant que le basilic est l'ennemi visé, elle attaque donc la cible et élimine le monstre d'un seul coup. L'effet du chant de la sirène est annulé, alors Ram se réveille en réalisant qu'il peut enfin bouger. Il dirige son poing vers le monstre, perçant son corps et l'achevant. Pendant ce temps, Cariel suit l'odeur nauséabonde qui le mène au magasin de nourriture du monstre, craignant la possibilité de ne trouver que des cadavres. Il trouve le bon endroit et se rend compte de la nécessité d'agir rapidement pour sauver les victimes. Il se fige un instant en voyant un énorme monstre apparaître devant lui. Il repère l'emplacement de l'enfant avec précision, estimant la distance à 10 pas devant. Soudain, il entend le monstre se précipiter et remarque qu'il l'a attaqué avec sa queue, réussissant à esquiver l'attaque, et se déplace rapidement pour emporter l'enfant. Il réalise l'impossibilité de courir plus vite que le basilic. Cherchant désespérément dans son esprit tout autre moyen de survie. Il aperçoit un sol faible, qui peut être exploité comme un piège pour s'échapper, alors il se décide. Il décolle en portant l'enfant et en se précipitant de toutes ses forces pour exécuter son plan dangereux et remarque le monstre s'approcher d'eux, mais le monstre tombe dans le piège. Il réussit à sauter et à s'accrocher à des racines pendantes pendant que le monstre tombe pour toucher le sol. Il maudit la situation haletant tout en luttant pour tirer l'enfant avec lui avec grande difficulté. Il étend sa main gauche en tentant de hisser l'enfant en sécurité, en murmurant qu'il a besoin d'atteindre une distance un peu plus proche. Le tronc d'arbre auquel il s'accrochait se brise, et il commence à tomber. Une main s'étend d'en haut attrapant fermement son poignet au moment critique. Ram apparaît d'en haut les tirant en sécurité, demandant au guide s'il va bien. Grâce à cette intervention, l'enfant disparu a été sauvé avec succès et l'affaire de disparition dans la forêt résolue sans victime. Plus tard, Rina s'assoit à côté de lui pendant qu'il dort, regrettant de ne pas avoir lancé de sort avant qu'il ne parte. Elle pense tristement à son état actuel et à son réveil retardé. Ram attendait devant la pièce. Nora apparaît s'approchant de lui avec un sourire éclatant le saluant avec le titre de héros. Elle lui dit que les villageois ont préparé de la nourriture et des cadeaux exprimant leur gratitude, l'invitant formellement à assister. Elle remarque son retrait constant vers le coin sombre et lui demande pourquoi, alors il le justifie avec un rire nerveux comme une simple vieille habitude. Elle souligne la nécessité d'assister en amenant son ami guide avec lui, alors il accepte promettant de livrer le message. Il soupire de soulagement après son départ, mais Ariella l'interrompt en lui demandant sérieusement s'il l'écoutait, et il lui demande les résultats de l'autopsie du monstre. Elle commence sa conversation avec lui en lui demandant s'ils ont le temps de discuter. Alors il lui demande la raison de l'avoir convoqué et les répercussions de l'incident récent et ce qui se passera dans le futur. Elle explique qu'elle a déjà traité une affaire où des golems ont attaqué des humains en raison d'une contamination dans leur noyau les faisant agir comme des monstres, notant la similitude entre cet incident et l'étrange affaire actuelle où des monstres ont fusionné.
Elle ajoute que les enquêtes ont montré que le point de connexion entre la sirène et le basilic ressemble exactement à l'objet qui a contaminé le golem auparavant. Les deux concluent que les deux incidents ont été orchestrés par la même organisation car la probabilité est très élevée. Ariella passe à parler du point principal, la relation entre le roi démon et l'épée sacrée. Elle explique que le moment de l'apparition du roi démon peut être connu grâce à des prophéties ou des phénomènes comme des nuages noirs couvrant le ciel. En même temps, l'épée sacrée connaît le lieu et le moment de l'apparition grâce à la prophétie également. Elle confirme que les deux ont une relation inséparable. Comme le veut la coutume, le roi démon et l'épée sacrée apparaissent environ tous les 100 ans comme une règle fixe qui continue jusqu'à présent. Elle souligne que cette règle n'a été brisée qu'une seule fois lorsque le héros Persian a tué deux rois démons. Elle explique que Persian a vaincu le premier roi démon il y a 30 ans et le second il y a 10 ans, ce qui signifie que quelque chose s'est passé dans l'intervalle entre eux. Ram demande si elle veut dire que Persian a brisé la règle, à quoi elle répond qu'elle n'était pas une héroïne à l'époque et ne connaît pas les détails, mais simplement que le roi démon est apparu à nouveau de manière inattendue. Elle conclut qu'après avoir vaincu deux rois démons, cette règle est devenue insignifiante. Et il ne serait pas étrange que le roi démon ou l'épée sacrée réapparaissent à tout moment, même demain. Il demande si tout ce qu'elle a dit n'est qu'une supposition, et elle l'admet en raison du manque de confirmation définitive. Elle lui assure malgré qu'elle ne comprend pas pleinement ce qui se passe. Elle est certaine que l'opération de récupération de l'épée sacrée cette fois sera complètement différente de ce qu'il connaissait auparavant. La scène se déplace au palais royal de Vinar, où une personne est vue observant depuis le balcon. Un subordonné dit au héros que tout est prêt. L'ancienne épée sacrée, le héros Persian annonce qu'ils partiront bientôt. Pendant ce temps, Ram se noie dans ses pensées sur la recherche de l'épée sacrée et ses créatures étranges, sentant son esprit soudainement rempli de beaucoup de choses à penser. Cariel interrompt son flot de pensées en l'appelant, lui demandant s'il se sent bien. Il le rassure en disant que les héros ont fait tout le travail difficile, lui disant qu'ils n'auraient pas réussi sans lui, ce qu'il accepte avec un rire. Les deux continuent à bavarder et à rire amicalement. Il l'invite à discuter un peu dans un restaurant voisin s'il est libre, montrant un accueil à l'idée. Ram lui dit qu'il a une question suscitant sa curiosité. Il demande la raison qui les a poussés à cibler le basilic spécifiquement lorsqu'ils ont combattu la sirène. Il s'excuse de ne pas avoir expliqué alors en raison de la hâte, clarifiant que c'est très simple. Il explique que le corps de la chimère est ce qui la maintient en vie, et puisque les sirènes respirent avec des branchies, elles ne peuvent pas fonctionner comme un corps principal dans une forêt sans eau. Il exprime son admiration pour l'analyse logique et directe, et Cariel lui dit qu'il a eu de la chance que sa supposition soit correcte. Il demande la permission de lui poser une question à son tour, s'enquérant de l'incident précédent avec des bandits et pourquoi il est resté à l'intérieur de la voiture pendant que le héros saluait les gens, alors il se souvient de cette situation. Il commence en demandant si éviter la lumière est dû à une raison spécifique, mais Ram nie cela demandant plutôt s'il se souvient de leur première rencontre. Il se rappelle le souvenir de leur rencontre lors de l'attaque des bandits et confirme que c'était un événement choquant et très rapide. Ram commence à révéler ce qu'il y a à l'intérieur de lui, expliquant que les gens admirent les héros mais ignorent ce qui se cache derrière le masque. Il admet qu'après être devenu un héros afin de sauver des gens, il a dû tuer des monstres. Il ajoute d'une voix grave, il n'a pas seulement tué des monstres, mais aussi des bandits, ce qui signifie qu'il a tué des humains, tandis que sa main apparaît dans son imagination tachée de sang. Il continue en disant qu'il a continué à tuer jusqu'à ce qu'il commence à penser à enlever son casque, mais il sentait qu'il s'était transformé en une simple arme de destruction. Craignant d'enlever le casque et de voir le regard des gens sur lui, il craignait que l'admiration qu'il porte aux héros qu'ils imaginent ne change. Par conséquent, il a choisi à la fin de se cacher dans l'ombre et de fuir parce qu'il réalise pleinement qu'il n'est pas la personne idéale que les gens attendent, tandis qu'une division interne apparaît entre son image de héros et sa sombre réalité. Il clarifie qu'il ne déteste pas les gens, bien au contraire, mais préfère rester loin d'eux parce que ses mains sont tachées de sang. Il rit en essayant de changer l'atmosphère s'excusant d'avoir parlé trop longtemps et le remerciant d'avoir écouté, tandis que Cariel y pense profondément. Il se rend compte qu'il n'admirait que l'enveloppe extérieure d'être un héros, et qu'ils ont leur propre lutte. Cependant, il lui assure que son respect pour les héros n'a pas changé, ce qui le surprend. Il explique qu'il y a une grande différence entre tuer juste pour tuer et tuer pour sauver quelqu'un. Il confirme qu'il n'ignore pas le côté sombre dont Ram a parlé, mais souligne que le fait de ne pas ignorer cette question et d'y penser constamment est une bonne chose. Il avance sa théorie selon laquelle l'intensité de la lumière crée des ombres sombres. Cela signifie que même face à l'obscurité totale, il se dirige vers un endroit plus lumineux. Cela dépend simplement de la direction dans laquelle il regarde. S'il se tourne et regarde autour de lui, il verra la lumière vive créer son ombre. Il lui conseille de ne pas se concentrer uniquement sur le côté sombre, lui rappelant qu'il l'a sauvé hier. Il le remercie pour ses paroles gentilles, répondant humblement que c'est un honneur. Puis il décide de partir. Pendant ce temps, une personne masquée écoutait leur conversation, commentant que sa façon de s'exprimer est intéressante. Après la fin de leur conversation, son groupe est revenu et a quitté le village après lui avoir dit au revoir. Pendant ce temps, Rina entend des pleurs près d'elle. Il s'arrête soudainement en sentant qu'il a oublié quelque chose de très important,
se demandant s'il a laissé quelque chose derrière lui. Dans le village, Nora et l'ancien du village sont choqués d'apprendre que les héros sont déjà partis alors qu'ils apportaient des gâteaux et des cadeaux pour les célébrer, se demandant quelle était la raison de cette précipitation. Ailleurs, Ram se rappelle que la raison qui les pousse à devenir des héros est d'aider les gens et leur désir de ressembler à leurs frères et sœurs. Mais son discours est interrompu en entendant soudainement un cri venant de la forêt, décidant d'enquêter malgré la crainte d'être en retard pour la mission de l'épée sacrée. Il décide de se diriger immédiatement vers la forêt, se rappelant qu'ils ne sont pas devenus des héros juste pour trouver l'épée sacrée, mais pour aider les gens d'abord. Pendant ce temps, Cariel explique que l'héroïne est allée à la cathédrale pour entendre la prophétie pendant que lui et Rina sont restés pour explorer la ville. Il suggère de se séparer pour acheter des nécessités, puis de se retrouver, ce qui suscite sa question. Elle se souvient soudainement de la situation embarrassante où il l'avait portée plus tôt, se sentant confuse et bouleversée par ce souvenir, et propose de rester ensemble si cela ne le dérange pas. Mais elle est surprise qu'il l'ait quitté et soit allé chez un vendeur, demandant au vendeur un magazine de héros, l'ignorant complètement et cherchant des magazines. Il lit une nouvelle selon laquelle l'ancien héros persian a remis l'épée à son élève et trouve un article concernant la récupération de l'épée sacrée. L'article explique que la prophétie de récupération de l'épée se divise en deux parties. La première partie annonce que l'épée apparaîtra, et la deuxième partie détermine son emplacement où les héros doivent se rendre à la cathédrale pour connaître l'emplacement, puis la récupérer et la rendre au royaume pour terminer la mission. Il relie les informations en pensant à Persian avec une certaine déduction, se confirmant la justesse de ses pensées. Dans la forêt, Ram pénètre profondément mais ne trouve aucune trace de monstre et décide de revenir, mais entend un bruit suspect. Il est soudainement soumis à une attaque surprise qu'il ne peut éviter. Le monstre demande quoi faire maintenant, criant pour confirmer qu'il n'est pas un monstre. Il réalise avec horreur qu'il a failli perdre sa gorge dans ce coup s'il ne s'était pas déplacé. Soupirant de soulagement, l'attaquant apparaît, révélé comme Blood Knight, une autre personne causant des problèmes en plus de ce groupe mystérieux. Il s'adresse à lui d'un ton moqueur après avoir confirmé son identité en tant que héros, puis commence son attaque violente. Il est surpris par la nature étrange de l'attaque se demandant ce que c'est. Le chevalier lui assène un coup dangereux, mais il parvient à l'esquiver. Blood Knight loue ses mouvements les décrivant comme intelligents et correspondant au nom d'ombre. Il se souvient avoir entendu parler de ce chevalier ne sachant rien de lui, sauf qu'il chasse les héros. Le chevalier lui demande méchamment s'il pense à s'échapper, remarquant qu'il semble perdu dans ses pensées. Il décide qu'il doit d'abord créer une distance entre eux pour rechercher une faille dans la défense de l'adversaire. Le chevalier se sent heureux de réaliser qu'il n'essaie pas de s'échapper. Il atterrit en se précipitant vers le chevalier par derrière. Le corps du monstre brille d'énergie magique se préparant à une nouvelle attaque. Le chevalier lance une attaque sanglante et balayante avec des griffes acérées. Il est stupéfait par l'intensité et la grande portée de l'attaque. Il analyse la situation remarquant l'armure de son adversaire se transformer et libérer un barrage d'énergie d'épée, se demandant si c'est une technique reposant sur l'accélération explosive de la circulation sanguine. Il en conclut qu'attendre à distance fera de lui une proie facile, et que la confrontation directe est inévitable. Le chevalier se moque de lui, supposant qu'il a épuisé ses astuces, l'avertissant que sa fuite ne mettra pas fin à l'affaire car il y en a beaucoup d'autres pour prendre sa place. Il annonce à son adversaire avec confiance qu'il a abandonné l'idée de vivre caché il y a quelques heures à peine, l'invitant à ne pas s'inquiéter. Blood Knight répond d'un ton moqueur, notant qu'il n'attendait pas grand-chose de lui, mais exige qu'il devienne un trophée digne d'être vanté en tant que héros. Pendant ce temps, de l'autre côté, un inconnu demande à Cariel s'il admire le héros. Il répond avec un rire spontané confirmant sa grande admiration, notant que trouver quelqu'un qui n'aime pas les héros est la chose la plus difficile, ce à quoi l'inconnu répond qu'il n'est pas un fan. Il demande la raison, et l'inconnu explique que la réalité n'était pas comme il s'y attendait. Il répond qu'il ne peut pas comprendre sa signification. L'inconnu demande à lui poser une question et lui demande de regarder un groupe d'enfants jouant dans une cour vide. L'inconnu désigne un enfant en vêtements élégants aimé de tous au milieu du groupe et le compare à un autre enfant en vêtements en loques apparaissant faible et marginalisé. L'inconnu lui pose une question hypothétique. S'il ne pouvait en sauver qu'un, lequel choisirait-il? Il répond avec détermination qu'il sauverait les deux, une réponse à laquelle l'inconnu s'attendait complètement. L'inconnu commente que la plupart de ceux qui connaissent les histoires de héros diraient la même chose comme si les mots seuls pouvaient sauver le monde. Il ajoute en regardant une affiche de héros que les gens aiment ces histoires parce qu'elles sont lumineuses, mais la réalité est différente. Les personnes non sauvées ne sont pas mentionnées dans les histoires, et le choix est déjà fait. L'inconnu confirme que les décisions concernant qui est sauvé et qui est laissé se produisent en dehors du cadre des histoires de héros. Il s'y oppose vivement en expliquant que les héros ne choisissent pas lorsqu'ils sauvent des gens. Il ajoute qu'ils se dépassent pour sauver tout le monde, rendant leurs histoires réelles, pas des mensonges. L'inconnu se rend compte qu'une compréhension entre eux est impossible et révèle qu'il a écouté sa conversation avec le héros hier et se sent curieux de voir le choix qu'il fera maintenant. Il demande avec choc ce qu'il veut dire. L'inconnu annonce que les actions parlent plus fort que les mots, décidant de le tester pratiquement au lieu de poser des questions. L'inconnu surprend avec une attaque soudaine ciblant l'un des enfants. Il crie en condamnant son acte.
L'inconnu libère son pouvoir sombre le piégeant. Les villageois sont choqués par ce qui est arrivé aux enfants. L'inconnu tient 2 enfants, les mêmes qu'il a désignés plus tôt, lui donnant le choix entre qui sauver et qui laisser mourir. L'inconnu a demandé à Cariel s'il réalisait la cruauté et le réalisme dont il parlait. Cariel se met en colère et le maudit. Rina intervient, annonçant qu'elle n'en sauvera pas qu'un mais les 2, lançant un sort magique ciblant l'inconnu, ajoutant que ce fou avait raison à la fin. Une puissante explosion se produit. L'inconnu tombe à genoux, et elle sauve la situation au milieu de la poussière volante. Il se précipite avec une vitesse formidable vers son adversaire, remarquant avec étonnement que les blessures de son ennemi guérissent en quelques instants sans utiliser de magie sacrée ni de potion, tout comme cela s'est produit avec le basilic, soulevant des questions sur la nature de cette personne. L'inconnu rend l'attaque le frappant à l'estomac. Elle essaie d'intervenir, mais d'étranges racines émergent du sol l'alliant. Au milieu de la poussière volante, il aperçoit son adversaire s'enfuir après avoir enlevé l'un des enfants, il décide donc de le poursuivre immédiatement. Il se précipite vers la forêt sombre derrière l'étranger tandis qu'elle crie derrière lui, lui ordonnant de s'arrêter et d'attendre. Elle se demande avec panique s'il a vraiment l'intention de poursuivre ce puissant adversaire qui a kidnappé la fille. Réalisant que leur force actuelle n'est pas suffisante pour l'affronter, elle décide que la seule solution est d'invoquer l'héroïne pour sauver la situation. La scène se déplace à l'intérieur de la cathédrale, l'héroïne attend de recevoir la prophétie de la prêtresse, et ses chevaux informés sont prêts à partir à la rencontre du reste. Mais son cri l'interrompt, déclarant une urgence où une petite fille a été kidnappée à la vue de tous. Elle demande sérieusement qui est le coupable. Elle lui dit que c'est une personne portant une capuche utilisant d'étranges pouvoirs. Lorsqu'elle s'enquiert de leur direction de fuite, il explique qu'ils se sont dirigés vers la forêt à la périphérie de la ville. Elle interroge le prêtre sur la taille de la forêt. Elle a averti que la forêt est très vaste et reliée aux forêts principales, mais il la rassure en lui disant que les compétences de pistage d'Aquila réduiront la recherche de plusieurs semaines à quelques jours, lui rappelant simultanément de ne pas oublier sa mission principale, notant qu'il y a des choses que le public ignore. Des questions troublantes tournent dans son esprit concernant le moment du kidnapping et sa relation avec l'apparition des démons et l'emplacement de l'épée sacrée, pensant qu'elle doit décider quoi choisir. Et il lui confie ses soupçons que le kidnappeur coopère avec des démons et que leur pouvoir défie toute description, lui disant qu'elle est la seule capable de les arrêter. Mais elle se décide finalement à annoncer son choix à tout le monde, leur demandant de comprendre sa décision. Au plus profond de la forêt, l'étranger atteint une cabane en bois abandonnée où la fille kidnappée est assise, effrayée, murmurant qu'elle n'était qu'une passante et le suppliant de la libérer. Il la rassure calmement qu'il ne l'a pas amenée pour lui faire du mal, et lui demande où sont ses parents. Elle répond tristement. Elle est orpheline et vit dans un orphelinat. Il continue à l'interroger sur ses relations avec ses amis. Elle admet qu'ils ne veulent pas jouer avec elle et se moquent d'elle parce qu'elle est orpheline, et que les autres enfants reçoivent des éloges pour leurs compétences en magie ou au combat alors qu'elle n'est bonne à rien. Il exploite ses sentiments en lui disant que plus elle parle, plus il sent à quel point ils sont semblables, ce qui surprend l'enfant. Elle essaie de nier en notant leur différence de puissance. Alors, il lui offre soudainement d'acquérir un pouvoir immense comme lui, expliquant que c'est simple, mais qu'il y a une condition. Elle commence à réfléchir à l'offre, imaginant comment le fait de posséder un tel pouvoir empêcherait ses amis de la harceler et inciterait les enseignants à la féliciter enfin. Il explique qu'il y a une condition pour lui accorder ce pouvoir. Elle répond avec empressement et désespoir qu'elle est prête à tout pour obtenir un pouvoir comme le sien. Il révèle que la condition choquante est de se transformer en démon comme lui, révélant son visage terrifiant sous sa capuche. La fille tremble de peur tandis qu'il l'assure que personne ne vient sauver les gens comme eux, ajoutant que le fait de posséder le pouvoir d'un démon éliminera son besoin d'aide de quiconque. Elle s'y oppose d'une voix tremblante en expliquant que ce n'est pas pour ça qu'elle voulait du pouvoir, mais qu'elle voulait seulement être acceptée par ses amis. La fille s'accroche à l'espoir, s'assurant à elle-même et à l'étranger que lorsqu'elle sera en danger, le héros viendra inévitablement la sauver et lui dit qu'elle ne prendra pas son pouvoir. L'étranger se moque de ses paroles, affirmant qu'il va lui faire comprendre qu'ils ne viendront pas la sauver, ce qui l'incite à crier son refus de cette réalité. Le désespoir commence à s'insinuer dans son cœur lorsqu'elle entend l'étranger dire que les héros qu'elle imagine ne sont pas réels. Soudain, le bruit d'un violent fracas retentit dans l'endroit, et l'étranger commande d'un ton sarcastique qu'il semble que quelqu'un soit effectivement venu à la rescousse. Pendant ce temps, le chevalier se précipite vers Ram et lui assène un coup, mais Ram parvient à l'éviter et donne un puissant coup de poing au visage du chevalier. Le chevalier attrape le poing de Ram avec ses dents. Ram tente de donner un autre coup de poing, mais le chevalier parvient à le bloquer. L'attaque est déviée à cause de l'armure du chevalier, ce qui surprend Ram qui s'interroge sur la nature de ses capacités. Le chevalier change la forme de son armure et vise un coup à Ram. Ram remarque que l'armure est en train de changer et de se transformer à nouveau. Le chevalier sourit malicieusement, annonçant qu'il a attrapé Ram et le frappe au visage. Puis il donne un coup de pied violent dans la jambe de Ram, la cassant. Pendant ce temps, des pensées résonnent dans l'esprit de Ram concernant des sentiments mystérieux qui ont précédé ce combat. Là où Ram réalise que ce qui l'attend à la fin de cette bataille est l'obscurité totale,
notant son ignorance de l'identité des autres mentionnés par le chevalier de sang ou la raison de leurs actions. Il décide que tout ce qu'il peut faire maintenant est de prier pour que la lumière reste avec sa famille, ses amis et tous ceux qui luttent contre le mal, en espérant que la lumière restera avec ce garçon jusqu'à la fin. Le sang gicle partout à la suite du violent affrontement. La scène se déplace vers la cabane où l'étranger se cachait, confirmant que quelqu'un est effectivement venu à la rescousse. Cariel apparaît de la poussière, et l'étranger annonce avec regret que la personne qui est apparue n'est qu'un guide et non un héros. L'étranger commente que Cariel ne faisait pas que parler, exprimant sa surprise qu'il l'ait poursuivi jusqu'à cet endroit et notant qu'il porte une épée qu'il n'a jamais vue auparavant. Cariel regarde avec concentration et explique que cette épée appartient à Dame Arella. Cariel se souvient dans sa mémoire des mots d'Arella lorsqu'elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas l'accompagner pour chercher l'enfant, lorsqu'il a exprimé son manque de compréhension, soulignant que l'adversaire est trop fort et que seul un héros peut le vaincre, elle a répondu, soulignant que le plus important est qu'il soit le véritable héros dans cette situation. Arella confirme à Cariel qu'elle ne peut pas les accompagner car elle est l'héroïne, expliquant que son devoir suprême est de récupérer l'épée sacrée. Cela provoque un moment de stupeur chez Cariel avant qu'il ne saisisse son véritable sens. Cariel comprend que le chemin de la récupération de l'épée sacrée vise à sauver un plus grand nombre de personnes comparé au chemin de sauver un seul enfant, se demandant amèrement s'il doit choisir entre sauver un seul camp comme ce salaud l'a dit, mais il rejette rapidement cette pensée. Cariel accepte à contre-cœur, reconnaissant qu'ils ne connaissent pas les variables qui pourraient survenir lors de la récupération de l'épée et que ce devoir incombe à l'héroïne, il décide donc de se charger de la tâche de sauver l'enfant. Cariel part rapidement, déterminé à mener à bien sa mission, et dit à Rina qu'il s'en va maintenant. Cariel avertit l'héroïne que les adversaires sont au courant de la récupération de l'épée et lui demande de faire attention à ce qu'elle fait, confirmant qu'ils s'occuperont de la recherche de l'enfant. L'héroïne arrête soudainement Cariel, lui tend sa propre épée et lui demande de l'emporter avec lui, ce qui surprend Cariel qui réalise que c'est l'épée de l'héroïne. Cependant, l'héroïne le rassure en lui disant qu'elle est capable de récupérer l'épée de n'importe où. L'héroïne révèle la prophétie à Cariel, qui dit, au plus haut lieu où les yeux rencontrent la mère des monstres, ce qui a poignardé son enfant apparaîtra. Dans le présent, Cariel demande la véritable raison du kidnapping de l'enfant. La réponse vient du kidnappeur que ce n'est pas un kidnapping, mais plutôt qu'il donne à cet enfant faible un choix. Cariel décrit le kidnappeur comme un monstre, dénonçant l'idée d'aider les faibles qu'il prétend et se demandant s'il essaie de transformer l'enfant en un monstre comme lui. Le kidnappeur répond froidement, demandant quoi? Y a-t-il du mal à être un monstre tant qu'il peut sauver les parias? Mais Cariel lui ordonne de se taire. Cariel le confronte à la vérité que s'il se souciait vraiment de l'enfant, il n'aurait pas choisi cette méthode, l'accusant d'imposer ses valeurs déformées à la petite, et le défie en lui demandant s'il a tort. Le kidnappeur répond que chaque personne a ses histoires non racontées, mais Cariel décrit le kidnappeur comme un monstre dans ses pensées, ses actions et tout, regrettant sa stupidité d'avoir essayé de lui parler. Cariel décide de mettre fin à la conversation et de récupérer l'enfant. Le kidnappeur note que les paroles de Cariel sont plus dures que prévu, observant qu'une personne sans compétence comme lui est arrivée aussi rapidement. Le kidnappeur s'attend à ce que Cariel ait des compagnons et utilise effectivement une compétence pour bloquer une attaque venant de derrière lui. Cariel saisit cette opportunité et tente d'asséner un coup au kidnappeur, mais il parvient à l'éviter. Soudain, Cariel reçoit un coup fort et surprise. Rina apparaît, entrant dans la bataille et lançant plusieurs attaques. Le kidnappeur utilise sa compétence pour créer un mur derrière lequel se cacher. Le kidnappeur se prépare à combattre, annonçant qu'il va leur montrer qu'il n'est pas entièrement mauvais de se transformer en monstre. Pendant ce temps, Cariel dit à Rina que cette personne est un humain mélangé à un monstre et lui demande de commencer à utiliser la magie du feu, confirmant qu'il la guidera sur la prochaine étape en fonction de l'évolution de la bataille. Rina confirme qu'elle est prête à exécuter l'ordre, alors Cariel lui donne le signal de passer à l'action. Soudain, le kidnappeur isole la fille loin du combat et utilise ses compétences pour former un énorme monstre en bois ressemblant à un dragon à partir de rien. Le monstre les attaque, et Cariel parvient à esquiver l'attaque avec difficulté. Cariel remarque des pointes acérées qui dépassent du monstre, et Rina utilise son pouvoir magique pour attaquer le monstre en bois, mais elle se rend vite compte que ces attaques affectent à peine cet adversaire. Cariel reconnaît en lui-même que la puissance de ce monstre dépasse la leur par étapes. Alors que Cariel se demande si l'adversaire les ménage ou s'il prépare quelque chose, le monstre, qui a abandonné son humanité, se moque de leur persévérance et de leur refus d'abandonner malgré l'énorme différence de puissance, menaçant de devenir plus sérieux s'ils continuent à résister. Rina se rend compte que la magie de base du feu est inutile et qu'elle doit utiliser une magie plus puissante. Il s'interroge sur le retard du soutien de la cathédrale, soupçonnant que le monstre a coupé leur chemin ou manipulé la situation. À ce moment-là, les soldats à l'extérieur remarquent un étrange changement dans la forêt devant eux, où d'énormes murs de bois s'élèvent, les empêchant d'avancer. Rina utilise un sort de feu plus puissant que la fois précédente et frappe le monstre de bois avec. Le monstre de bois sort de la fumée sans être affecté par son attaque. Rina est également frustrée par l'inefficacité de la magie de feu de niveau intermédiaire.
Cariel fixe son regard sur le corps du monstre et remarque la présence de fleurs de camélia, déduisant intelligemment qu'il s'agit d'arbres résistants au feu, ce qui explique sa capacité à guérir rapidement et à résister à la combustion, réalisant qu'ils doivent changer de plan immédiatement. Cariel appelle Rina, lui expliquant que les petits sorts ne blesseront pas le monstre et lui demande de préparer la magie de feu la plus puissante qu'elle possède pour une seule utilisation. Rina lui dit que cela nécessite du temps de préparation. Cariel la rassure, lui jurant qu'il s'occupera de distraire le monstre et de la protéger jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Le ravisseur exprime son admiration pour leur constance, admettant qu'il ne s'attendait pas à rencontrer des gens avec une telle détermination. Le ravisseur décide de mettre fin au jeu, leur ordonnant de mourir. Plusieurs racines émergent du sol, les attaquant. Cariel se précipite vers elle pour les intercepter. Cariel reçoit un coup violent mais insiste pour continuer et endurer, se disant qu'il doit tenir jusqu'à ce que le sort de Rina soit terminé. Le monstre découvre leur plan de temporisation. Il dirige son attaque vers Rina pour l'arrêter avant qu'elle ne termine son sort. Cariel intervient rapidement, bloque l'attaque et protège Rina, essayant de gagner plus de temps avec grande difficulté. À la fin, Cariel tombe sous le poids d'une attaque écrasante et crie de douleur, essayant de prononcer des derniers mots pour arrêter le monstre. Cariel crache du sang abondamment à cause des blessures accumulées, tandis que son adversaire lui demande s'il va bien, soulignant avec surprise sa capacité à encaisser des coups pendant des heures depuis leur rencontre. Cariel se moque de lui, expliquant que ce à quoi il a été confronté jusqu'à présent ne peut être comparé à ce qui l'attend. Soudain, l'atmosphère environnante change, et Rina déclenche une attaque de feu massive et destructrice. L'ennemi réalise la gravité de la situation et se dit qu'il doit arrêter cette attaque à tout prix. Rina lâche un cri puissant, rassemblant toute sa force dans cette frappe. L'ennemi est convaincu qu'il ne peut pas arrêter une attaque de cette ampleur. Soudain, le ravisseur se retrouve dans un endroit inconnu et s'interroge sur son emplacement. Il remarque une chaise en bois devant lui. Dès qu'il s'assoit dessus, des souvenirs du passé commencent à affluer dans son esprit naturellement. Il se souvient qu'il avait toujours l'habitude de venir avec sa famille pour regarder la performance de sa jeune sœur jumelle, notant qu'il était facile de la trouver même dans l'obscurité grâce à sa présence, et que s'il se concentrait sur l'écoute, il pouvait entendre le son de son magnifique chant. Il se rappelle sa voix enchanteresse qui attire les gens et sa belle apparence qui défie toute description simple. Le ravisseur raconte dans sa mémoire que sa famille était composée de ses parents, de sa sœur jumelle et de lui-même, et qu'ils étaient une famille normale souffrant de pauvreté où il pensait que leur vie continuerait ainsi. Cependant, à partir du moment où sa sœur a commencé à monter sur scène, leur vie quotidienne a commencé à changer progressivement alors qu'ils quittaient leur maison délabrée dans les bidonvilles pour se rendre en ville. Sa vie scolaire tranquille s'est transformée en un bruit constant alors que les gens commençaient à chuchoter à son sujet et à le comparer à sa sœur célèbre, le décrivant comme ordinaire comparé à elle. Le narrateur admet qu'il ne réalisait pas alors à quel point sa sœur était merveilleuse, celle que les autres décrivaient comme surhumaine, alors qu'il se souvient d'elle comme d'une enfant innocente dont les mains transpiraient d'excitation en entendant des histoires de héros. Il se souvient avoir entendu sa mère raconter à sa fille talentueuse une incroyable opportunité où un noble éminent avait organisé une scène de spectacle pour elle, confirmant que le succès de cette affaire pourrait leur accorder le titre de noblesse. La fille promet à sa mère de faire de son mieux, alors la mère la serre fort dans ses bras, lui disant qu'elle est tout ce qu'elle possède. Alors que le narrateur regarde la scène, admettant pour lui-même la magnificence de sa sœur pour avoir reçu une lettre d'un noble, le narrateur se sent insignifiant et de faible valeur comparé à l'appréciation que reçoit sa sœur. Il admet qu'il niait l'influence de sa sœur parce qu'il sentait que son ascension signifiait qu'il n'était plus nécessaire dans la famille. Mais après avoir entendu leur conversation, il a accepté la réalité et a réalisé qu'il ne pouvait plus traiter sa sœur simplement comme avant. Un jour, le narrateur trouve de nouveaux vêtements mis de côté qu'il n'avait jamais vus auparavant, alors il décide de les essayer un instant par curiosité. Il est ébloui par la beauté de la robe et se demande pourquoi elle a été mise de côté. Il se souvient soudain que son anniversaire approche, alors il pense avec un bonheur immense que la robe pourrait être une surprise d'anniversaire pour lui. La mère fait irruption dans l'endroit et lui crie au visage avec une colère extrême pour avoir demandé pourquoi il portait la robe destinée à sa sœur. Elle le gronde sévèrement, disant qu'elle est déjà stressée et qu'elle a une montagne de soucis et qu'il aggrave les choses au lieu d'aider. Il essaie de bégayer un déni, mais elle le fait taire et lui ordonne de ne pas répondre. Il se contente de s'excuser à plusieurs reprises tout en tremblant. Il remarque que c'est la première fois qu'il voit sa mère aussi en colère, alors il décide de s'excuser auprès de sa gentille sœur, confiant qu'elle lui pardonnera. La sœur arrive et lui dit qu'elle a entendu parler de lui portant sa robe. Il s'excuse auprès d'elle dans la confusion, mais elle répond qu'elle va bien et qu'elle a beaucoup de vêtements, justifiant la colère de la mère en disant qu'elle est stressée ces jours-ci et lui demande de comprendre cela. Les souvenirs continuent d'affluer où la fille propose à sa sœur d'aller voir une pièce de théâtre sur un héros sauvant une princesse, mais la sœur refuse froidement sous prétexte de s'entraîner, demandant sarcastiquement qui regarde encore ces choses. La fille ressent des regrets de ne pas avoir laissé d'indices et réalise que tout le monde autour d'elle change, se demandant si le fait de rester telle qu'elle est la rend bizarre, et décide de cesser de s'accrocher au héros de contes de fées. Entre-temps,
son père apparaît et lui demande ce qu'elle fait dans cet endroit sombre. Elle pense en elle-même qu'elle a trouvé quelqu'un qu'elle considère comme un héros pour elle plus que tout autre héros. La fille court vers son père et le serre fort dans ses bras, le décrivant comme le merveilleux père qui a toujours gâté ses deux filles. Le père lui demande anxieusement si quelque chose de mauvais s'est produit. Elle le nie, et il lui propose de lui raconter une histoire sur des héros comme elle aimait avant, et elle accepte avec joie. Elle commence à raconter une histoire sur des monstres jamais vus auparavant qui ont commencé à attaquer des maisons et des villes. Le souvenir passe soudainement à une scène horrible au milieu du feu et de la fumée où la fille tousse et supplie son père de la sauver parce que ses jambes sont engourdies. La fille aperçoit son père au milieu de la fumée et l'appelle avec empressement. Le père se tourne vers le son. La fille crie, l'appelant à nouveau, croyant que leurs yeux se sont croisés et qu'il va inévitablement la sauver. Le père s'approche et demande froidement si c'est sa deuxième fille. La terreur s'empare de la fille alors qu'elle regarde son père, et elle le supplie de la sauver de la fumée et de l'asphyxie. La fille essaie fort de bannir les mauvaises pensées qui la hantent, refusant de croire que son père pourrait l'abandonner. Elle se convainc qu'il a seulement demandé par curiosité, promet d'être obéissante et le supplie de ne pas la quitter. Mais le père part, l'abandonnant aux flammes tandis qu'elle chuchote dans l'incrédulité et la douleur. La fille appelle à l'aide pour que quelqu'un la sauve parce qu'elle ne veut pas mourir. La fille se demande amèrement pourquoi son père a spécifiquement demandé à propos de sa sœur à ce moment-là, mais elle est incapable de trouver une réponse. La scène revient au présent où Cariel est incapable de voir au milieu de la fumée. Ses yeux s'ouvrent sous le choc lorsqu'il parvient à voir le résultat. Cariel réalise que c'est fini. Les souvenirs du monstre s'estompent tout en répétant son dernier appel à son père de ne pas y aller. Il devient clair dans le souvenir qu'une personne mystérieuse s'est approchée de la fille en flammes, admirant son corps qui a résisté aux flammes alors qu'elle respirait son dernier souffle, demandant le salut. L'étranger décide que la laisser mourir est une grande perte. Et tandis que la fille supplie de vivre, l'étranger lui dit qu'elle viendra avec lui. Dans le présent, Cariel vérifie l'état de Rina, qui a perdu connaissance en raison d'un épuisement sévère. Cariel décide de se dépêcher de transporter Rina à la cathédrale. Se souvenant de la nécessité de retrouver également l'enfant kidnappé, le monstre brûle intensément. Mais Cariel remarque avec étonnement qu'il se régénère simultanément avec la combustion. Cariel conclut que le monstre ne mourra pas tant que son corps en feu continuera à se régénérer sans fin et que le feu ne s'éteindra pas. La jeune fille hurle de douleur dans les flammes, suppliant qu'on la sauve. Cariel voit le monstre piégé et les flammes sont intenses, alors il protège Rina du feu avec son corps. Les soldats arrivent enfin et s'excusent pour leur retard. L'un d'eux demande à Cariel s'il va bien, tandis que le commandant analyse la situation et voit un ennemi brûler dans le feu. Le monstre s'approche avec des flammes violentes. Le commandant avertit tout le monde de l'intensité du feu. Quelqu'un demande où se trouve l'enfant. Cariel répond que l'enfant est toujours piégé dans les flammes. Il confirme sa présence après avoir entendu sa toux. Le monstre se précipite avec une attaque de feu balayant tout. Les soldats se demandent avec choc et colère si cette créature est vraiment vivante. Le monstre apparaît difforme et brûlant, mais toujours debout, confirmant qu'il est vivant. Et surtout, l'attaque se dirige vers eux. Le commandant intervient et éloigne le soldat du feu. Le commandant ordonne à ses troupes de se concentrer, mais les soldats s'excusent, soulignant que les attaques de l'ennemi sont irrégulières. Le commandant demande avec indignation ce qu'ils entendent par irrégulière. Le commandant commente que le monstre a l'air de se tordre de douleur. Le monstre continue son attaque aléatoire dévastatrice. La prêtresse remarque que ces attaques n'affectent pas du tout le monstre. Cariel commente que sa vitesse de régénération est anormale. Même le feu qui recouvre son corps ne s'éteint pas. L'un des soldats hurle, avertissant de l'effondrement du bâtiment et ordonnant à tout le monde de se retirer, tandis que d'autres expriment leur désespoir face à la futilité de leur tentative d'éteindre le feu. Le commandant donne l'ordre ferme de retirer toutes les unités du bâtiment abandonné en raison du danger de rester. Là, un soldat s'oppose, soulignant que l'enfant est toujours à l'intérieur, mais le commandant insiste pour se retirer d'abord afin d'éviter une mort futile contre un ennemi invincible, promettant de réévaluer la situation plus tard. Le soldat hésite, notant l'impossibilité de laisser l'enfant et suggère de viser le cœur du monstre. Le commandant répond sarcastiquement qu'un monstre se régénérant aussi vite pourrait aussi régénérer son cœur et demande avec indignation qui ose entrer en enfer pour combattre, forçant tout le monde à accepter de se retirer. Le commandant appelle le garçon, Cariel, lui ordonnant de se retirer avec eux, mais Cariel se souvient d'une promesse qu'il s'est faite de ne plus trouver d'excuses. Pendant que le monstre examine la destruction autour de lui, se demandant ce qui s'est passé, il réalise avec tristesse que toute cette ruine est arrivée à cause de lui. La fillette kidnappée tousse violemment, affectée par la fumée et l'épuisement. Le monstre se dit qu'il doit sauver l'enfant, mais réalise son incapacité à s'approcher avec son corps actuellement en flammes. Il se demande désespérément s'il y a quelqu'un d'autre capable d'aider, se répondant par la négative. Il se souvient de ce moment douloureux du passé et admet finalement que le héros qui sauve tout le monde n'existe que dans les contes de fées, et que ses actions visaient à empêcher l'émergence de personnes comme lui, et qu'il a commencé tout cela pour le bien des parias. Le monstre se demande avec tristesse quelle est la raison qui a mené à ce résultat catastrophique, essayant de comprendre comment les choses ont si tragiquement mal tourné.
Il se blâme, disant que tout cela est arrivé parce qu'il est une personne inutile et que c'est ce qu'une personne exclue et inutile comme lui fait. Il s'avoue que ce résultat n'était jamais ce qu'il avait prévu et que c'est arrivé à cause de lui. Il continue à se blâmer, s'excusant auprès de tout le monde avec une voix vaincue, confirmant qu'il est vraiment désolé. Cariel est surpris que le monstre se blâme pour ce qui s'est passé. Le monstre est surpris par Cariel qui fait irruption dans les flammes. Cariel intervient et retient les débris avant qu'ils ne tombent sur la jeune fille. Cariel hurle et jette les débris au loin. Le monstre est surpris quand il voit que Cariel a sauté dans le feu pour sauver quelqu'un d'autre. Il se demande si cette personne est le héros qui sauve tout le monde et s'il le sauvera lui aussi. Le monstre imagine si ce héros avait existé à ce moment et à cet endroit. Il tend la main vers Cariel en demandant de l'aide et se demande si Cariel lui tendrait la main pour l'aider à l'époque. Le monstre se souvient d'un de ses souvenirs quand il était une petite fille, quand un autre enfant lui a tendu la main pour l'aider en lui demandant pourquoi elle offre de l'aide. Le sauveteur lui demande si elle a besoin d'aide. La fille a admis qu'elle avait effectivement besoin d'aide. La jeune fille a honte de son apparence et essaie de justifier son besoin d'aide, soulignant qu'elle n'est douée pour rien et qu'elle n'est pas belle, et qu'elle est comparée à sa sœur quotidiennement, et dit au sauveteur qu'elle est une personne inutile qui ne cause que des problèmes, et qu'il n'y a aucune raison de sauver quelqu'un comme elle. Le sauveteur sourit et répond simplement qu'il a entendu son histoire. Le sauveteur tend à nouveau la main, ce qui fait que la jeune fille se demande ce qu'il fait, et lui dit que son simple besoin d'aide est une raison suffisante pour ne pas la quitter. Le sauveteur lui confirme qu'il n'a pas besoin d'autre raison pour l'aider. La jeune fille est émue par ses paroles et lui demande s'il va vraiment la sauver. Le sauveteur le lui confirme et lui demande de lui tenir la main. La jeune fille réalise à ce moment que le héros qui sauve tout le monde existe vraiment. Elle serre fermement la main du sauveteur, submergée par un sentiment de gratitude. Dans le présent, Cariel poignarde le monstre avec son épée pendant que le monstre lui offre ses remerciements. Cariel croyait que les seuls obstacles qu'un héros rencontre dans ses aventures sont des monstres. Il revient à la réalité et lui demande sous le choc ce qu'elle vient de dire. La jeune fille le remercie avec une profonde gratitude pour l'avoir sauvé. Cariel réalise que l'épée qu'il maniait, croyant que c'était l'épée d'un héros, a plongé dans la poitrine de la jeune fille dont il ne pouvait distinguer si elle était un monstre ou un humain, et pourtant elle l'a remercié. Cariel l'aide difficilement, niant qu'il est un héros. Il se souvient des paroles de sa mère qui lui a toujours dit qu'il n'était pas un héros et qu'il ne devait donc pas aider les autres. Puis il commence à se rappeler de vieux souvenirs d'une fille harcelée pendant que sa mère lui demande de ne pas intervenir. Les sons de la foule résonnent dans l'esprit de Cariel, hurlant de panique, décrivant la créature devant eux comme un monstre, demandant avec indignation la nature de sa nourriture si elle n'est pas humaine et si elle se nourrit d'humains. Dans ce souvenir, la voix de sa mère lui parvient, lui ordonnant sévèrement d'arrêter de regarder et d'ignorer ce qu'il voit. Le petit Cariel essaie de s'opposer avec le moment, pour être interrompu à nouveau par la voix de sa mère, lui interdisant d'intervenir et confirmant que quelqu'un d'autre aidera à sa place. Répond à l'ordre impuissant, baissant la tête en signe d'accord alors qu'il s'éloigne à pas lourds, tandis que des signes de choc et de déception apparaissent sur son visage. La petite fille apparaît en train d'être harcelée, ses yeux brillent d'une couleur orange distinctive au milieu de l'obscurité. Cariel se souvient qu'il a promis de respecter les paroles de sa mère, mais dès qu'il a vu l'expression sur le visage de cet enfant, son corps a bougé tout seul. Et il ne se souvient pas de grand-chose de ce qui s'est passé après cela, à l'exception du souvenir de son retour à la maison et de l'écoute d'une longue réprimande de sa mère qui a duré des heures. Cariel revient à la réalité au son de Rina lui demandant s'il s'est réveillé. Remarquant qu'il avait l'air extrêmement fatigué avant leur départ, Cariel lui demande avec anxiété si elle va bien, soulignant que son corps doit être soumis à un stress important en raison de son utilisation excessive de la magie. Rina le rassure avec un léger sourire qu'elle a reçu des soins à la cathédrale et qu'elle va bien, mais elle exprime son inquiétude pour lui car il a eu l'air malade tout le temps. Cariel commence à parler avec difficulté. Il lui avoue qu'il s'est lancé dans ce voyage avec l'intention de se venger des monstres et croyait que ce qui apparaîtrait devant lui ne serait que des monstres. Mais il précise que le monstre auquel il a été confronté avait un visage demandant de l'aide, tout comme ce visage qu'il a vu quand il était jeune. Cariel admet avec douleur que malgré qu'il ait vu ce visage suppliant, il n'a pas pu arrêter son bras qui balançait l'épée. Il ajoute qu'il avait peur du feu devant lui, et c'est pourquoi il a frappé avec son épée. Il confirme avec tristesse qu'il ne voulait pas faire ça, et ce n'était pas son intention. Se demandant amèrement pourquoi il n'a jamais eu le choix et comment il a toujours été traîné derrière les événements contre sa volonté. Rina le réconforte avec un regard triste, lui assurant que ce qui s'est passé n'était pas de sa faute. Cariel se perd dans ses pensées, disant que cette personne l'a appelé un héros à la fin, surpris que cela se soit produit malgré le long temps passé depuis qu'il a abandonné son rêve de devenir un héros. Il se dit que s'il était un vrai héros comme cette personne l'a dit, tout aurait été différent. Et s'il était fort comme les héros, il aurait pu protéger ses amis, son village et ses parents. Il croyait qu'il avait définitivement abandonné et que la probabilité de son retour était plus faible que les particules de poussière entrant par les fissures. Puis il appelle Rina, lui disant que peu importe combien il y pense, il ne croit pas qu'il était capable d'abandonner, déclarant qu'il veut toujours devenir un héros. La scène change pour montrer que Cariel et Rina se dirigent actuellement vers le labyrinthe d'Echidna.
Cariel explique que l'emplacement de la prophétie dont Dame Arella leur a parlé se trouve à l'endroit le plus élevé où les regards rencontrent la mer des monstres. Cariel interprète que la mer des monstres est Echidna, et l'endroit le plus élevé doit signifier le sommet de la tour. Il ajoute qu'il y a des portes qu'ils doivent franchir pour atteindre Echidna. Cariel montre une tour qui apparaît à l'horizon, expliquant que c'est le labyrinthe qui prend la forme d'une tour et qui est connu sous le nom d'Echidna. Il ajoute que la terre corrompue se trouve directement derrière cette tour où le ciel semble divisé lorsqu'on le regarde de près, ce qu'ils appellent l'entrée du royaume des démons. Il termine son explication en disant que le roi démon apparaît de cette entrée. Soudain, Cariel s'arrête, stupéfait, ressentant quelque chose d'étrange. Cariel ressent une douleur soudaine et pose sa main sur sa tête, et Rina lui demande paniqué ce qui se passe et ce qui ne va pas. Cariel se demande ce qui vient de se passer et ce regard terrifiant qu'il a ressenti. Il lui répond en transpirant abondamment qu'il ne sait pas, mais il a été terrifié pendant un moment comme si ses yeux avaient rencontré une entité d'au-delà du royaume des démons. Alors Rina lui demande si c'était une femme. Il répond avec confusion qu'il ne sait pas, mais l'affaire lui a donné la chair de poule, et il est surpris par sa question. Alors Cariel décide d'ignorer l'affaire et de continuer à marcher. Les deux arrivent dans une zone gardée par des soldats où un garde les arrête, annonçant qu'une mission sur ordre de la cour royale a lieu dans cette zone, et l'entrée est interdite aux personnes non autorisées. Rina et Cariel s'identifient comme des compagnons du héros Arella. Ils expliquent aux gardes qu'ils sont venus participer à l'opération de récupération de l'épée sacrée, demandant la permission de rencontrer Dame Arella. Les gardes ont accueilli le discours de Cariel et Rina sur la récupération de l'épée sacrée avec une vague de moquerie et de désapprobation alors qu'un garde les grondait, leur demandant d'arrêter de plaisanter et de partir immédiatement, se demandant sarcastiquement qui a le temps de vérifier de telles affirmations dans les circonstances actuelles. Le garde a justifié son refus avec agacement, pointant du doigt le chaos total causé par les foules de trolls qui se rassemblent et qu'il a mal à la tête et ne peut tolérer plus de perturbations, tandis qu'un autre garde a montré une légère hésitation, suggérant de vérifier l'affaire. Rina a essayé de sauver la situation avec enthousiasme, leur offrant de se joindre à la bataille pour aider, admettant qu'elle ne peut pas se battre actuellement, mais qu'elle pourra le faire une fois qu'elle aura un peu récupéré. Le garde a répondu avec une insulte cinglante, les décrivant comme des intrus suceurs de sang et ordonnant à Rina de tenir la main de son amant et de sortir de sa vue, faisant rougir le visage de Rina d'embarras alors qu'elle niait cet attribut à propos de Cariel tandis qu'une autre personne est intervenue, soulignant qu'ils n'ont pas l'air de menteurs et a suggéré de les autoriser à entrer. Le garde demande au propriétaire de la voie ce qu'il sait pour s'immiscer dans les affaires de cette façon, ce qui amène Rina à se tourner pour voir qui les aide. Le garde a reconnu immédiatement le propriétaire de la voie dont les traits semblaient sévères, réalisant avec choc qu'elle est membre de l'équipe des héros. La femme aux cheveux courts se tenait avec ses vêtements formels et son regard perçant et a confirmé au garde que Cariel et Rina appartiennent au même camp, c'est-à-dire au groupe du héros. La femme a confirmé au garde confus que le héros Azania est bien là, confirmant à tout le monde l'arrivée du héros Azania sur le champ de bataille. À ce moment, le sol a commencé à trembler, annonçant l'approche du danger. Le commandant a crié à ses soldats, annonçant l'attaque de l'ennemi, et ordonnant aux lanciers d'avancer pour repousser les foules de trolls attaquantes. Le commandant a donné ses ordres aux archers d'attendre et de ne pas tirer tant que le signal n'était pas donné, mais il s'est arrêté soudainement en voyant une vue inconnue, une silhouette vêtue de noir avançant lentement et régulièrement vers les monstres. Le commandant a réalisé le danger de la situation et la puissance de l'aura qui émanait, alors il a crié à ses soldats en leur ordonnant de se retirer immédiatement et de se retirer du champ de bataille. L'entité blindée s'est tenue devant l'énorme monstre, s'adressant à lui d'un ton froid et terrifiant, lui ordonnant de ne pas le mépriser. Avec un mouvement éclair, le héros s'est jeté sur les monstres en agitant son arme énorme, se frayant un chemin à travers eux avec violence et une vitesse incroyable, déchirant leur corps en un clin d'œil, et le sang s'est répandu partout. Le héros s'est tenu au-dessus du cadavre du monstre découpé, lui disant avec moquerie que puisqu'il avait regardé de haut avec mépris plus tôt, c'est maintenant à son tour de regarder vers le haut depuis sa position déchue. Le silence et l'étonnement ont régné parmi les soldats, et l'un d'eux s'est demandé ce qui venait de se passer pour que l'autre réponde qu'il ne savait pas. En un instant, les monstres ont rempli l'endroit puis ont disparu. Le récit a expliqué que c'est le héros Azania, le seul disciple qui a appris l'escrime de l'ancien héros de l'épée sacrée Persian, et quel est le héros à qui l'épée sacrée a été accordée et qui a hérité de son symbolisme, et quel incarne son surnom, le berserker, en aimant se battre. Le récit a ajouté que ses compétences de combat sont classées parmi les 3 meilleures parmi les héros, c'est pourquoi elle est toujours déployée sur les lignes de front ou dans les missions principales. Pendant que Cariel regardait, il a ressenti un mélange contradictoire de soulagement et de tension en raison de la présence de quelqu'un avec ce pouvoir terrifiant avec eux. Cariel a remarqué le héros qui passait devant lui. Et bien qu'il ne puisse pas voir clairement son visage, il a senti que son ton et son attitude n'étaient pas aussi durs qu'il l'imaginait. Cariel a aperçu les membres de l'équipe du héros qui les avaient aidés à la porte en s'éloignant. Alors il a suggéré à Rina de les suivre. Rina a accepté avec lui, et les deux ont commencé à les rattraper. Ils sont arrivés à un bâtiment qui semblait être la caserne des soldats entrant dans le labyrinthe, et Cariel a aperçu l'homme qui était avec la femme aux cheveux courts.
Cariel s'est approché et a remercié la femme et l'homme avec gratitude, expliquant que grâce à leur intervention, ils ont pu entrer facilement tandis que la femme se tenait les bras croisés et les traits rigides. Mais bientôt, la timidité et la confusion sont apparues sur elle, expliquant d'une voix faible que ce qui s'est passé plus tôt n'était pas son opinion seule et a essayé de changer de sujet maladroitement. L'homme aux cheveux bruns est intervenu, les accueillant, et a suggéré de considérer que les deux parties s'étaient remerciées, puis a demandé à Cariel s'il travaille comme guide et s'est présenté d'une manière étrange en disant qu'il est un homme avec un arc. Rina a été surprise par sa façon de parler et demande à Cariel s'il essaie de faire une rime, alors l'homme a expliqué qu'il les a aidés parce qu'il a un frère cadet et ne pouvait pas les ignorer et simplement passer. Rina a murmuré à Cariel en se demandant qui est cette personne, soulignant qu'il a l'air très familier et l'a comparé à cet apprenti guerrier avec lequel ils ont fait une aventure d'exploration de labyrinthe à leur début. L'archer a expliqué à Cariel et Rina qu'il ressent une sorte de familiarité et de proximité envers la profession de guide personnellement. Il a attribué cela à un incident qui s'est produit il y a quelque temps lorsqu'il a reçu la nouvelle que son jeune frère avait été gravement blessé, ce qui l'a forcé à aller le voir immédiatement. L'archer s'est rappelé ce moment où il a vu son frère bandé et lui a demandé avec choc comment il était encore en vie alors qu'il avait entendu dire que sa blessure était mortelle. Le frère a répondu d'un ton sarcastique de reproche, demandant si c'est ce qu'il faut dire à un frère qui revient de la mort. Le frère a attribué le mérite de rester en vie à une certaine personne. Il a admis qu'au début, il méprisait cette personne pour n'être qu'un guide, mais ils ont réussi à survivre parce que ce guide ne les a pas abandonnés et s'est accroché à l'espoir jusqu'au dernier moment. Son frère a exprimé son vif désir de rencontrer cette personne un jour pour exprimer sa profonde gratitude, ce que l'archer a accepté. La prêtresse a confirmé avec enthousiasme que cette personne était celle qui les avait vraiment sauvés, racontant comment il était intervenu au moment crucial et avait bloqué l'épée d'un voleur qui était sur le point de la poignarder. Elle a ajouté qu'elle avait appris correctement la nature du travail de guide grâce à cette expérience. Cela lui semblait une profession très charmante, exprimant son désir de le revoir. Simon a suggéré qu'ils le recherchent ensemble avec enthousiasme, mais il s'est retiré soudainement avec un rire confus, soulignant que le rechercher pourrait ne pas être une sage idée, ce qui a surpris la prêtresse. Dans le présent, l'archer a expliqué que son frère n'avait fourni aucune description du guide malgré sa question car il ne savait rien d'autre que le fait qu'il était un guide. Il a conclu son discours en disant que malgré cela, s'ils se rencontraient un jour, il devait rendre l'appareil. Dans le présent, Rina s'est penchée vers Cariel, lui murmurant sarcastiquement que les descriptions que l'archer a mentionnées s'appliquent parfaitement à lui. Cariel a éclaté de rire artificiel intense, affirmant qu'il ne connaissait pas cette personne, mais l'a décrit comme un jeune homme travailleur. Il a ajouté à haute voix qu'il aimerait le rencontrer aussi pour apprendre de lui en tant qu'ami, ce qui a amené Rina à commenter moqueusement que son ancienne fausse personnalité a refait surface. La femme aux cheveux courts, Azania, les a interrompus soudainement, portant 2 bols de soupe chaude, remarquant leur conversation continue. Elle leur a offert de la nourriture pour remplir leur estomac car il restait du temps avant de partir pour le labyrinthe. Elle leur a conseillé de ne pas refuser car entrer dans un immense labyrinthe les affamera inévitablement. L'archer leur a confirmé avec un sourire confiant qu'il garantit le goût et la qualité de la nourriture. Cariel et Rina ont regardé la nourriture avec impatience, murmurant le mot nourriture avec les yeux brillants. Azania a pensé pendant un moment qu'il hésitait, alors elle s'est excusée si elle les forçait à manger contre leur volonté, mais ils l'ont nié rapidement avec des cris enthousiastes, offrant leurs vifs remerciements et confirmant qu'ils mangeraient bien. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.